Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit live Twitch. Je suis accompagné ce soir d'invités prestigieux. Nous avons Yoel de la chaîne First Player. Voilà, Yoel qui va parler très près de sa caméra ce soir, sinon on l'entendra pas bien. Donc vous risquez de le voir en gros et, et de très... Voilà, tout à fait. On a également Dimitri Perrier du Diamant d'Or, de Explorate, de... Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Dimitri? Je ne sais pas. Je pense que tout le monde connaît Dimitri. Non, pas encore. Allez, vas-y, impeccable. Donc Dimitri Perrier du Diamant d'Or qui nous accompagne également, et Stéphane également, que tout le monde connaît, au moins en tout cas toute la Belgique et tous les francophones. Stéphane de l'EGA, l'Expert Game Award. Est-ce que tu peux dire Expert Game Award, Stéphane, parce que j'adore quand c'est dit avec un accent belge. Expert Game Award une fois. Award, voilà, mais c'est ça. En fait, j'adore quand les dés se transforment en T. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'adore ça. J'adore l'accent belge, je le revendique et ça me fait très plaisir que vous soyez tous là ce soir pour qu'on parle d'un sujet sympa. On va parler d'un truc qui m'intéressait. Alors voilà, je vous ai proposé, vous avez dit OK. On verra si on arrive à tirer quelque chose de cette émission. Mais voilà, en tout cas, ça me disait bien. Donc on va essayer de définir ce qu'est un Eurogame. Donc bien sûr, on a pris pas n'importe qui, on a pris Yoel, gros joueur d'Eurogame qui fait régulièrement des vidéos autour de ça sur sa chaîne et des CR et enfin voilà, c'est quelqu'un de très impliqué dans le milieu. Dimitri et Stéphane qui ont chacun un prix du jeu expert, donc respectivement les Diamants d'Or et l'Expert Game Award pour Stéphane. Et donc voilà, je pense que c'est des gens qui sont quand même bien placés pour parler de ce sujet-là. Et c'est des trucs qu'on a déjà eu l'occasion de discuter pas mal avec Dimitri. Et je voulais qu'on en parle un petit peu avec vous tous. Donc n'hésitez pas à intervenir bien sûr dans le chat. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Sachez que Choupi Gang c'est Stéphane dans le chat. Voilà. Incognito. Voilà. Pas du tout incognito. Et donc voilà, faut pas hésiter à balancer un peu dessus. Et donc, messieurs, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, juste pour vous dire un peu comment ça va se dérouler, enfin, comment ça se passe dans ma tête. Après, voilà, on verra comment ça va avancer. Mais Yoel et moi-même, on va animer un peu tout ça et on va principalement poser des questions à Dimitri et Stéphane qui sont un peu les références dans ma tête. Vous êtes un peu, sans parler de votre âge, attention, j'écarte ça tout de suite, vous êtes un peu les vétérans du jeu de société pour moi. Donc du coup, vous allez pouvoir... J'ai écouté dans Board Game Match, Stéphane, t'as dit que t'allais à Essen depuis 1900 combien? 85? Non, pas 85, non, t'es des faflettes. Mais c'était le millénaire précédent, c'est vrai. Non mais clairement, c'est énorme. Quand j'ai entendu que tu y allais depuis plus de 20 ans, je me disais waouh, ok, moi mon premier SN c'est il y a 6 ans quoi, donc ça a pas du tout la même saveur quoi. Donc voilà, du coup je me disais purée, c'est quand même pas mal d'avoir des gens comme ça avec nous ce soir. Alors, je vais commencer si vous voulez bien par juste une première question dont tout va découler selon Dimitri. Tu me disais que ça allait partir de là. Donc je vais vous demander à chacun, même Yoel, en fait, je vais te demander à toi aussi parce que c'est la première question et qu'il faut que tout le monde participe. Une définition courte, pas un roman, mais de qu'est-ce que c'est pour vous un Eurogame. Yoel, your turn. Il commence. Très bien. Normalement, sur un euro, tu es sur un jeu. En fait, la question c'est est-ce qu'on parle vraiment des euros ou même des experts dans l'absolu? On va parler des Eurogames et même, je vais plus loin que ça, on va parler des Eurogames en excluant le fait qu'ils soient experts ou pas. Justement, on va essayer de voir si on arrive à y retomber à un moment donné ou pas. Donc vraiment Eurogame, pas jeu expert. Ok. Du coup, c'est déjà un jeu sans interaction frontale à base de destruction ou autre. Voilà, c'est déjà à base de timing aussi, de prise de décision. Et voilà, c'est un peu ça pour moi le truc important. C'est-à-dire que tu as des choix forts, t'as pas dans un monde bien fait, de coups évidents ou de trucs genre c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Si la réponse c'est souvent ça dépend, c'est qu'on est sur un truc un petit peu qui me convient là-dessus, moi, en termes d'Eurogame. Donc voilà, et effectivement, il y a ce côté, pas de destruction, pas de je te vole des trucs. Voilà. Alors oui, tu peux voler des emplacements, tu peux prendre des places prioritaires, mais pas de destruction gratuite chez l'adversaire. Voilà. Genre Hansa, pour le coup, marche très bien, vu qu'il est en fond d'écran. Voilà, exactement. On a mis Hansa Teutonica pour représenter cette soirée, donc c'est parfait. Ça se passe sous le signe du jeu à l'allemande et c'est ça qu'on veut. Ok, merci, impeccable. Très cool, très, très efficace. Messieurs, Dimitri, Stéphane, dans le même timing, Dim?
Donc, pour moi, l'Eurogame se qualifie déjà par le niveau d'interaction, parce que on a différents types d'interactions. Les interactions qui sont globales, qui ont un effet king-making limité, caractérisent bien les Eurogames. Ce sont des petites courses où je te pique ta place, je déclenche un effet qui va toucher tout le monde, avec une portée sur l'aspect du king-making qui est limitée. Souvent on compare l'Eurogame à ce qu'on appelle la philosophie de l'Améritrash, même si c'est pas des Améritrash, c'est pas des jeux à l'américaine où on jette des dés, mais des jeux où il y a des attaques directes. Et souvent les attaques directes vont provoquer un effet king-making, c'est-à-dire que si je te choisis plutôt que elle au niveau de l'attaque, je vais peut-être complètement changer l'issue de la partie, alors que je serais pas concerné par cette issue. Et c'est une des bases, je pense, dans les différences, en tout cas dans ma perception au niveau des Eurogames. Et Hansa Teutonica est un cas vraiment particulier. C'est un jeu où il y a des attaques directes, mais où elles sont fortement compensées. C'est-à-dire qu'on a intérêt à être attaqué. Et ce qui gêne la plupart du temps dans les jeu avec une philosophie d'Améritrash, c'est qu'on attaque et il n'y a aucune compensation sur la résolution du combat. Donc c'est-à-dire que plus on m'attaque, plus je suis affaibli et j'ai rien à gagner. Dans Hansa Teutonica, ils ont trouvé un truc superbe et je pense que c'est vraiment une particularité. Ce jeu est un peu unique là-dessus. Il réussit à lier l'attaque directe à une tellement forte compensation qu'on est sur un jeu de gestion parce qu'on va inciter les autres à nous attaquer. Donc voilà un peu, je pense que la première caractérisation en fait de l'Eurogame, c'est là-dessus. C'est sur le type d'interaction, des interactions qui génère moins de chaos, moins de king-making. Ok, cool, très bien. Merci beaucoup, Dimitri. Et impeccable. Dans le chat, on a Arazer qui dit on associe souvent l'euro à une thématique faible pour mettre en comparaison de l'Améritrash. Effectivement, c'est un point intéressant. Stéphane, est-ce que tu veux nous donner ta définition de l'Eurogame ? Dans l'absolu, je pense qu'on se rejoint, mais c'est vrai que pour moi, une première chose dans l'Eurogame, c'est qu'on va réduire le hasard. Le hasard, c'est plus une flopée de dés, c'est pas un truc que tu vas vraiment... Le jeu de hasard n'est pas un Eurogame pour moi. On va retirer tout ce qui est affrontement à élimination directe. Monopoly n'est pas un Eurogame, pour parler de trucs qui ne sont pas nécessairement experts, même si on me dira qu'il y a quand même des championnats du monde qui sont plutôt experts au niveau du Monopoly. La mécanique prime sur le thème. Je sais bien que c'est un truc que toi tu n'aimes pas, Ben, mais la partie des Eurogames, on se fout totalement de la mécanique si elle existe, enfin du thème s'il existe. Oui. C'est pas tellement ça qu'on vise, c'est vraiment une mécanique derrière et des mécaniques qui sont bien faites et c'est même classé par thème. Tu vas un petit peu voir plus loin. La durée du jeu pour un Eurogame est définie par le jeu. On va pas avoir des jeux qui vont durer une plombe si jamais les deux joueurs s'affrontent et qu'ils sont plus ou moins de même niveau et qu'au final ça dure. L'exemple qui me revient directement en tête, c'est Risk. Dans Risk, tu peux avoir un jeu qui dure une plombe avec des gars qui sont éliminés après 2 tours. Parce qu'ils ont pas eu de bol avec plein de dés. Donc ça, on est vraiment dans ce type de jeu qui n'est pas un Eurogame. Et on va viser des points de victoire. Ce qu'on vise dans un Eurogame, ce sont des points de victoire. On a des pistes de points de victoire. Et souvent, on a des mécaniques qui font en sorte qu'on ne sait pas encore qui a gagné avant la fin du jeu. C'est-à-dire que à la toute fin du jeu, il y a une série de points de victoire cachés qui apparaissent subitement. Et le gars qui était derrière peut remonter devant parce qu'il avait des points de victoire en attente et celui qui a fait la course en tête pendant toute la partie va peut-être se retrouver dernier. Et tout ça, ça fait un petit peu ce qui est la base pour moi d'un Eurogame. Après, si on parle expert et pas expert, tu vas avoir des choses qui vont apparaître dans l'un et pas dans l'autre nécessairement. Mais l'Eurogame de base, il est là. Et si on repart un petit peu au niveau histoire du millénaire précédent, de jeux que tu ne connais peut-être pas, c'est Acquire qui a été vraiment le premier... le pilier. C'est ce que j'ai lu. Comme tel. On est quand même dans les années 60, je m'abuse, 64, 65, truc ainsi. Et ça vient, on parle, allez, historiquement, je suis quand même prof d'histoire de base. Allez. On parle quand même des Eurogames par opposition à tout ce qui était lié au Wargame ou à l'Améritrash, mais surtout au Wargame à l'époque. Et Wargame, ça vient d'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on parle de jeux à l'allemande? Parce que eux avaient un rejet total après la Seconde Guerre mondiale, de tout ce qui était affrontement direct et qui faisait penser effectivement à la guerre et tout ce qui était ainsi. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu des jeux économiques qui sont apparus et tout ça. Et le premier jeu qui a vraiment fait décoller, je pense, à l'international les Eurogames et qui, pour moi, est toujours une référence d'entrée de gamme dans ce niveau-là, ça reste Catan. Hein. Oui, effectivement. Et sur les
Sur les jeux, Ben, quand on parlait du Risque, par exemple, qui était un représentant, moi, un des jeux qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu de société moderne, on va dire, pas spécialement de l'Eurogame, mais de société moderne, c'est Vinci, qui est l'ancêtre de Small World. Et on se retrouvait avec un jeu de conquête de territoire où on jetait plus de dés, mais c'était le nombre de pions et le pouvoir du peuple qu'on avait qui allait déterminer comment on allait conquérir les territoires et qui était dans un nombre de tours fini. Donc je reviens un peu sur ce que disait Stéphane. Oui. On avait déjà une transition. Alors c'est pas un Eurogame tel qu'on le qualifie parce que il y a des attaques directes, il y a des prises de territoire, mais on a retiré toute une partie de la chance avec les brouettes de dés qu'on jetait et le côté complètement aléatoire de la durée qui pouvait être monstrueuse en fait. Ok. Effectivement, alors c'est très intéressant ce que tu dis, Stéphane. Alors juste, je le dis dans le chat, si vous voyez qu'on a oublié des éléments ou si il y a des autres choses qui vous viennent un petit peu à l'esprit. Laurent disait un Eurogame, c'est un jeu d'optimisation avant tout. Voilà, n'hésitez pas à enrichir un petit peu. Vous voyez, et je sais pas si vous voyez, mais je prends un peu des notes à côté parce que j'aimerais bien que ça reste un peu tout ce qu'on dit là et qu'on essaie de vraiment établir un espèce de petit document. Enfin voilà pour avoir des informations. Non mais je trouve ça hyper intéressant, tu vois, d'avoir une sorte de référentiel comme ça où et d'ailleurs je pensais parce que j'ai cherché un peu des informations là-dessus sur internet. Il existe une page Wikipédia en anglais et en allemand et pas en français. Et je me suis dit que ce serait intéressant à l'issue de cette émission peut-être de créer justement la version française de la page Wikipédia avec tout ce qu'on aura apporté pendant cette émission et avec les définitions un petit peu de chacun, les apports, les exemples, les différents jeux. Voilà, moi ça m'intéressait un peu de faire ça, donc je vais prendre un peu des notes et puis je vais enrichir ça avec ce que vous pourrez nous dire à la fois les invités et le chat. Et alors Stéphane, le contexte historique Deuxième Guerre mondiale, moi je l'avais pas du tout. Je pensais que les Allemands avaient une sorte d'appétence pour ce type de jeu et pour le conflit indirect de base, mais c'est vraiment l'idée du wargame en opposition qui ne supportait plus à l'époque, enfin qui ne souhaitait plus quoi. C'est ça, oui, c'est vraiment ça. En tout cas, l'histoire dit que c'est ce qui a déclenché la mise en place de ce type de jeu-là. Et on est sorti des jeux abstraits aussi. Hein. Donc, tu avais des échecs, des jeux abstraits comme le Go et compagnie qui sont toujours des grandes références. Et à côté de ça, c'était des wargames qui marchaient bien. Hein. Et tu n'avais pas tellement d'autres options. Et c'est normal que ça vienne de leur côté parce que eux, effectivement, ce type de jeu-là ne marchait pas. Et on se retrouve dans des pays où on joue à l'intérieur parce qu'il fait froid une partie de l'année. Il ne faut pas oublier que si tu prends les Italiens et compagnie, ils jouent beaucoup moins à des jeux de société en général. Je ne parle même pas des Eurogames, même s'ils ont des grands auteurs d'Eurogames en Italie. Ils jouent pas les Italiens, les jeux de société, c'est vraiment un truc qui n'existe pas beaucoup dans leur culture parce qu'ils sont dehors quoi. Enfin, ils travaillent, ils jouent dehors, ils sont pas nécessairement enfermés une partie de l'année parce qu'ils caillent quoi. Il n'y a pas que le climat non plus, parce que dans les pays du Nord, on joue pas plus qu'en Allemagne. Il y avait une culture qui s'est forgée, je pense, peut-être d'être ensemble, d'être en famille, et de partager ces choses-là, qui a développé le jeu de société, parce que là, la France est un peu en phénomène de rattrapage, mais à un moment donné, le gros marché, c'était l'Allemagne. En fait. Et aujourd'hui, en Europe, on a deux marchés au centre qui sont deux gros marchés qui sont France et Allemagne, mais pour des jeux qui peuvent être un peu différents et pour des priorités qui peuvent être un peu différents. Nous, on est quand même plus latin, on va être plus sur le fun, on va être plus sur des jeux où il faut des visuels qui accrochent vraiment. Eux, ils sont des fois plus sur la mécanique. Alors, on peut pas généraliser à tout le monde, mais n'empêche que quand on parle à pas mal d'Allemands, il y a des gens qui te disent moi, je suis pas du tout réceptif, quel que soit le visuel. Ce que je veux, c'est la mécanique par rapport au jeu. Et on entend ça beaucoup plus fréquemment du côté allemand que du côté français. En fait. Donc, je pense qu'il y a des cultures qui sont un petit peu différentes aussi sur les types de jeux. Okay. Je vais juste revenir sur 2-3 points de la définition de Stéphane, notamment le côté pas d'élimination directe pendant le jeu. Et je pense que c'est faux. En fait, il y a de plus en plus de jeux où tu n'as pas de catch-up. Tu prends un barrage, t'es éliminé tour 2. Alors oui, tu joues encore au jeu. Et tu joues encore au jeu. Oui, mais t'as plus d'espérance de victoire. Tu sors et tu regardes les autres jouer, quoi. Si, littéralement, tu les regardes jouer. Parce que vraiment, ce que tu fais, ça n'a pas d'enfin. Tu vas pouvoir kingmaker, mais globalement, tu peux pas gagner la partie. Du coup, tu peux pas gagner. Est-ce que tu joues vraiment encore le jeu? Pour moi, non. Si tu peux kingmaker, est-ce que c'est un Eurogame? Dimitri, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais en fait, sur les jeux comme ça, je pense que
t'es pas éliminé. Stéphane, quand il entend dans l'élimination, c'est l'élimination pure, c'est je ne joue plus, comme à risque où je suis viré complètement, ou et il y a eu des Eurogames qui partageaient un peu ça, c'est-à-dire que un Edge of Steam, tu pouvais être viré, pourtant c'était quand même un Eurogame. Donc sur l'élimination directe, moi je mettrais des curseurs parce qu'il y a aussi un niveau de difficulté. Et dans les Eurogames, on peut avoir des choses très stratégiques où dès le tour 2, de toute façon, on sait que ça va mal se passer pour certains. Et il y en a qui vont ramer tout le temps, qui pourront pas. Mais souvent, ils participent encore au jeu. Il y a assez peu d'Eurogames. Il y a des exemples. Il y a assez peu où... Oui, non mais je dis il y a assez peu d'Eurogames où tu es complètement sorti du jeu et où tu n'es plus à jouer avec les autres, je veux dire, où on te dit va boire un coup. Par contre, pour participer à la victoire, ça arrive souvent. Oui. Voilà, tu vois. Et du coup, est-ce qu'au final, garder un joueur qui n'a plus aucun espoir de victoire, c'est pas une sorte d'élimination, tu vois? Je suis très d'accord avec cette question. Moi, c'était quelque chose qui me taraudait aussi un petit peu parce qu'on dit pas d'élimination directe, comme vous dites. On ne sort pas quelqu'un définitivement de la partie en rangeant son plateau de jeu et en disant bon bah c'est fini pour toi. Mais par contre, concrètement, je pense que l'objectif concret de quand tu joues à un jeu de société, qui plus est un petit peu stratégique, c'est quand même d'aller vers la victoire, au moins de tendre vers ça, même si c'est pas ton objectif absolu. C'est quand même de jouer pour gagner et pas de jouer juste pour faire n'importe quoi et créer du chaos dans la partie. Et donc, est-ce que au moment où tu es écarté définitivement de cette victoire, tu citais Imperial Steam, Dim, je pense que c'est un excellent exemple, Barrage, Edge of Steam, enfin tout ça, c'est vraiment des jeux où le catch-up, Food Chain Magnate, c'est des jeux où le catch-up est très restreint et où au final tu sais quasiment tour 3 si t'as perdu entre guillemets. Et donc est-ce qu'on peut encore vraiment dire que le joueur joue au jeu alors que les espoirs de victoire sont infimes, voire inexistants? Alors, Imperial Steam, pour moi, c'est un jeu à courbe d'apprentissage assez forte. Donc il peut y avoir une partie ou deux qui va être sacrifiée pour découvrir. Donc tu peux être en retard, mais quand même te faire plaisir à regarder les mécaniques pour dire la prochaine fois je vais attaquer. On a des jeux qui sont bien pires que ça. Hein. Moi j'ai vu jouer un méga civilisation par exemple. Ils étaient au maximum du nombre. Je sais plus si c'est 16 ou 18. Enfin, ils ont joué pendant plus de 12 heures. Au bout de 2 heures, il y a des gens qui avaient 2 points et d'autres qui avaient 0 et tu pouvais gagner qu'1 point grosso modo toutes les 2 heures. Donc ceux qui avaient 0, ils savaient qu'ils avaient perdu. Grosso modo, ils n'avaient plus aucune chance de gagner parce que tous les autres joueurs n'allaient pas perdre les 2 points. Et donc, ils avaient 10 heures à jouer ou 12 heures et c'était fini. Mais donc, il y a quand même un plaisir après de la négociation, de choses comme ça. Le plaisir, dans certains jeux, il passe pas que par la victoire. Des fois, il passe par l'apprentissage ou par l'expérience du partage, d'avoir fait un truc ensemble. C'est là où je mettais le bémol. On peut avoir perdu et se faire plaisir. Par contre, il y a d'autres jeux où on peut avoir perdu et le vivre très très mal parce qu'on n'a plus rien à faire. Et ça, c'est un autre niveau, en fait. Mais je rejoins Laurent qui parle à côté sur le chat. C'est vrai que pour moi non plus, un jeu de civilisation, c'est pas un Eurogame. Oui. Ouais. Alors, ça nous permet de faire une petite transition, messieurs, vers un truc qui m'intéresse aussi. On va prendre j'avais fait une petite feuille de sujet, on va la prendre complètement dans le désordre, mais c'est pas grave, parce que ça, c'est une très bonne transition. Est-ce que il y a des types de jeux ou des mécaniques de jeux qui font partie intégrante de l'Eurogame et qui en sont vraiment les bases solides, comme par exemple la mécanique de placement d'ouvriers, je pense à ça en premier. Est-ce qu'il y a des mécaniques surtout qui sont exclues de l'Eurogame? Par exemple, le jeu de type civilisation, il y a une question dans le chat que j'ai vu passer de je joue TTA est-il un Eurogame? Puisque du coup, dans TTA, il y a plusieurs choses. Effectivement, déjà, on peut renoncer à la victoire et on peut aussi parler quand même de gros jeux de civilisation. Je pense aussi à Beyond the Sun qui, pour moi, est un jeu de civilisation avec l'arbre des technologies. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment exclure le fait qu'un jeu de civilisation du terme Eurogame? Civilisation ou conquête de territoire? Parce qu'en fait, il va y avoir deux choses. C'est-à-dire que Beyond the Sun, c'est un jeu où on va se reprendre des choses. Enfin, il n'y a pas d'exploration réellement. Enfin, c'est quelque chose qui est très contraint. Donc le cœur va se passer plus sur l'arbre de technologie qui de temps en temps va récupérer une majorité, puis autre chose et ça va tourner. On est sur des majorités des fois un peu tournantes pour pouvoir déclencher des colonies, des choses comme ça. Donc ça, est-ce que c'est un Eurogame? On a des sensations d'Eurogame. Par contre, cette partie-là de s'attaquer sur les planètes, c'est quelque chose qui sort un peu de la tradition, je dirais dire, des plus classiques Eurogame,
parce que il y a bien de la taxe sans compensation en fait. On te vire d'un truc. Voilà. Je pensais à Beyond plutôt sur l'aspect jeu de civilisation, donc arbre technologique avec une progression et des technos qu'on va obtenir au fur et à mesure. C'est ce que disait Stéphane juste avant. C'est pour ça ma question était plutôt sur l'aspect technologie plus que sur l'aspect exploration, conquête de territoire. Ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des jeux de civ, c'est 4X. Et t'as un des X dans 4X, c'est Exterminate, et fatalement, ça marche pas très bien avec de l'Eurogame, tu vois. À mon sens, tu vois, si c'est un vrai 4X, ça peut pas trop coller. Alors, après, vraiment des vrais 4X actuellement, ça se discute. Ouais, je sais pas trop si on a tout à fait la même définition tous du jeu de civilisation. Stéphane, quand tu dis jeu de civilisation, tu penses à quoi? Oui, je pense de base au 4X, hein. Mais après, c'est difficile parce que maintenant, on fait un mix de tout. C'est-à-dire que tu vas prendre un truc qui ressemble à un jeu de civilisation, mais dedans, tu vas y placer du développement. Enfin, tu parlais de Beyond the Sun, c'est aussi un truc qui va reprendre derrière. Et t'en as quelques-uns ainsi qui ont des belles mécaniques à côté d'un jeu de civilisation où, en fait, c'est une civilisation où tu vas pas éliminer réellement les autres. Oui, tu peux leur faire perdre des territoires, mais ils vont continuer à jouer derrière. Moi, des jeux de civilisation, passons civilisation, jeu des cartes, tu vois, c'est ancien, que tu n'as pas joué peut-être non plus, mais voilà, ça durait des heures et des heures. À nouveau, on a le facteur temps infini, entre guillemets, qui est repris là-dedans, quoi. Tu vois, parce qu'après, tu as des jeux de négociation, par exemple. Des jeux de négociation où tu vas donc négocier des ressources et tout ce qui va avec. Mais c'est un jeu qui rentre dans les Eurogames, tu vois, c'est un type de jeu. Maintenant, tu prends Diplomatie, qui est aussi un jeu de négociation, mais sur base d'une carte, où tu vas aussi avoir de la civilisation derrière, quelque part. Mais la négociation est primordiale dans Diplomatie. Mais à nouveau, le timing explose, donc tu peux pas dire « Ah ben, si on a un jeu de négociation, c'est un Eurogame », tu vois. Rien n'est simple, en fait. C'est une question de curseur, des fois. Oui, c'est ça. C'est une question de curseur parce que si tu peux avoir un peu de négo, un peu de conquête. Si on reprend le cas de Beyond the Sun que tu citais, sur la partie des vaisseaux, si tu veux, quand tu vires quelqu'un d'une planète, les vaisseaux reviennent au milieu. C'est pas complètement destructif. Non, c'est pas destructeur. Non, mais par rapport à d'autres jeux d'attaque ou dans du 4X, des fois on se flingue les trucs, c'est fini. En fait, là, on est sur un hybride. Par contre, il y a le jeu traditionnel, je vais dire l'ADN même de l'Eurogame, on est plus dans des jeux comme du Agricola, du Great Western, du Underwater City, où là, on va retrouver tout ces actions maîtrisées, vues, et moins ce côté aléatoire de on va me tomber dessus. Mais après, on peut pas dire celui-là est dans la case pile d'Eurogame et l'autre Ameritrash et on est forcément dans l'un des deux. Non, on a vu il y a des jeux hybrides qui vont aller de l'un vers l'autre. Après, ça dépend jusqu'où tu acceptes un curseur. Et je pense que c'est l'acceptation de chacun en termes d'Eurogame, de ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend d'un jeu de gestion, tout simplement. Oui, je comprends. Vas-y. Alors Stéphane parlait du fait qu'il n'y a pas de hasard dans l'Eurogame. Pareil, c'est aussi, tu vois, genre un truc con, ça va dépendre du type de hasard. Genre, le hasard entrant est complètement acceptable. Là où du hasard sortant sera beaucoup plus problématique. Je sais pas si les termes sont clairs pour le chat aussi. Si, vas-y. Explique. Voilà. Par hasard entrant, je veux dire par là que vous lancez des dés, par exemple, et vous prenez vos décisions une fois les dés connus. Donc du draft de dés, par exemple. Là où du hasard sortant, c'est vous faites votre décision et vous lancez des dés pour valider pas votre action. Warhammer ou jeu de combat, par exemple. Donc voilà. Quand c'est du hasard entrant, c'est pas gênant parce que ta décision s'appuie sur des éléments qui sont fixes mais modifié auparavant. Là où l'autre côté, tu pries, globalement. Ok. Laurent dans le chat dit c'est surtout certaines mechas qui ne sont pas compatibles avec un pur euro. Alors Laurent, je veux bien que tu nous dises à quoi tu penses en termes de mechas qui sont vraiment exclus. Moi, je voudrais revenir sur les jeux de négociation, parce que j'ai trouvé un jeu de négociation incroyable à SN et ça me plaît beaucoup. Et j'ai du mal de savoir si on peut le catégoriser comme étant un Eurogame ou non. Alors, je pense pas que vous y ayez joué, donc on peut peut-être parler de un jeu qui s'appelle Sidereal Confluence. Vous l'avez peut-être joué celui-là. Sacré bordel. Bon, mince. Dommage. Je voulais essayer d'aborder ce sujet-là avec vous parce que le jeu dont je parle, donc qui s'appelle Corrupt Parliament et qui est un jeu vraiment de pure négociation 4-6 joueurs. C'est un jeu qui respecte les autres codes
de l'Eurogame qu'on a donné. Sauf que la méca principale, c'est vraiment de la pure négociation et associée à de la majorité. Mais il y a vraiment un système de négo, c'est-à-dire qu'il y a une part, et c'est aussi une question que j'ai, c'est est-ce qu'il n'y a pas un truc dans l'Eurogame de règles, comment je pourrais dire ça, extrêmement strictes, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout possibilité d'interpréter, ou en tout cas il n'y a aucune liberté qui est laissée aux joueurs. Pour moi c'est une différence fondamentale parce que dans les jeux de négociation il y a une énorme liberté qui est laissée. Alors bien sûr il y a des limites, hein, on cadre tout ce qu'on peut utiliser pour négocier dans le jeu et tout ça, mais je trouve que ça laisse une part de liberté aux joueurs et que du coup ça implique plein de choses. Ça implique ce que tu disais tout à l'heure Stéphane, le timing du jeu qui peut s'éterniser un petit peu puisque du coup ces phases de négociation, si elles sont sans fin, ben on arrive à un jeu c'est pas qui boucle, c'est juste que ça va être extrêmement long. Sidéral Confluence, si on le laisse durer, c'est de l'échange de ressources et de la transformation derrière. Chacun possède des machines et on va dire, bah voilà, tiens, je te donne 2 cubes verts contre 2 cubes blancs et hop, tu transformes tes cubes blancs en autre truc et machin. Donc en fait, c'est sans fin. Si tu mets pas de timer, c'est sans fin. Est-ce que ça peut vraiment rentrer? Excuse-moi, vas-y. Mais dans ton explication, moi j'entends, j'ai pas joué au jeu, donc voilà, j'ai pas d'a priori, mais ce que j'entends, c'est que ça peut durer des plombes. Et que ça va dépendre des joueurs. Donc tu n'as pas, en commençant, tu peux pas dire au gars que tu vas inviter, qu'importe le nombre qu'il soit, tiens, on va faire un jeu, ça va durer entre 2 et 3 heures, parce que c'est le temps moyen d'un jeu. Non, ça peut durer entre 1h30, parce que les gens, ils n'aiment pas le jeu, et au final, ils vont pas faire les trucs, ou 8 heures, parce que les gars, ils vont se battre sur toutes les ressources, et en plus, tu risques d'avoir un petit peu ce côté, t'en as un qui joue pas, le mec qui est pas dans le même mood que les autres, qui est pas dans le même trip, qui n'est pas en train de hurler petite bite à tout le monde. Je fais pas référence à quelqu'un de connu. Personne ne fait ça, Stéphane. Il n'y a que toi qui fais ça. Non, il n'y a pas que moi. Mais c'est pas grave. Mais tu vois, du coup, le gars qui est un petit peu à part, il a fait son échange vite fait parce que lui, il a envie que le jeu avance et qu'il se termine. Et puis, tu as les autres qui, pendant des heures, sont en train de négocier. Pas possible. Mais voilà, pour moi, tu es déjà sorti du Eurogame. J'ai pas besoin d'aller plus loin dans la question, quoi. Moi, je rajouterai un point là-dessus, c'est que souvent dans un euro, même s'il y a des possibilités de négociation, elles sont cadrées sur une valeur. C'est-à-dire que c'est ça qui est échangé contre, X contre Y. Il y a un taux de change, c'est fixe. C'est ça que je voulais dire par la liberté qui est laissée dans les jeux de négo. Souvent, on revient là-dessus pour éviter justement qu'il y ait des trucs aberrants. Pourquoi ? Parce que sinon, quand il y a un joueur qui ne sait pas jouer, il peut faire un échange complètement hallucinant et faire gagner un joueur en lui donnant des choses qui sont pas du tout prévues. Et ça, pour des joueurs d'Eurogame, c'est ultra frustrant quand tu as fait toute une stratégie et que ta partie elle tombe parce qu'il y a un gars qui a fait n'importe quoi dans la négo. C'est un effet de frustration qui est très fort. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs d'Eurogame qui n'apprécient pas du tout cette sensation. Alors, en même temps, le gars qui fait n'importe quoi et qui donne la victoire au suivant, ça existe dans des jeux Eurogame. Puerto Rico, tu sais bien que si tu gagnes, c'était derrière le joueur le plus faible de la table. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas sur un coup, tu le sais, sur la partie. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont sensibles au niveau des joueurs, qu'ils soient Eurogame ou pas. Après, là, sur des échanges, tu peux avoir une partie qui est retournée sur un coup, même si le joueur a joué correctement avant, parce qu'il veut absolument un truc et qu'il veut finir 3e au lieu de 4e, et il va changer la première place parce qu'il n'y a pas de limite. Quand c'est cadré, ça limite un peu cet effet-là. Tu auras toujours des effets de kingmaking dans tous les jeux, mais ils sont plus ou moins forts. Et je vais insister sur un truc qui est dit dans le chat avant que ça disparaisse pour répondre à Rater, même si j'ai déjà fait en live. Effectivement, on parle beaucoup d'experts parce que c'est notre core business, mais on est bien d'accord que l'Eurogame n'est pas limité aux jeux experts et que des jeux moins haut niveau, même familiaux ou autres, peuvent rentrer dans l'Eurogame. Il n'y a pas un démarrage d'un certain niveau pour l'Eurogame. Je vais revenir sur un point qui a été abordé rapidement dans le chat. Est-ce que l'un des skills les plus importants de l'Eurogame, et c'est pas ça qui fait vraiment aussi une grosse différence, c'est l'analyse pure du setup, que tu ne retrouves pas forcément d'ailleurs. Alors je pense que oui, il y a différents types d'Eurogame. Tous les Eurogames n'ont pas une analyse de setup. Il y en a qui ont une analyse complète quasiment de setup, il y en a qui vont découvrir des choses au fur et à mesure. Et donc, il y a des jeux sur lesquels le premier coup, il est vital quasiment, parce que tu as toutes les données, et il y a des jeux où tu as toutes les données. Et ça,
Là, on est vraiment dans la philosophie de l'Eurogame, de tout maîtriser, d'essayer de voir des choses, et les autres vont essayer de te gêner pour pas que tu réalises ce que tu fais. Après, tu as quand même beaucoup d'Eurogames où tu as de l'info qui arrive au fur et à mesure de la partie et qui reste pour autant des Eurogames, en fait. Absolument, mais du coup, tu restes quand même sur le skill le plus fort de la partie, ça va être celui qui va le mieux analyser cette mise en place de départ, même si elle va être mouvante par la suite, tu vois. Mais un truc con, je prends Tom, qui est le jeu actuellement que l'on joue pas mal, ou analyser ça par exemple, même s'il change après, parce que tu as des nouvelles tuiles qui vont apparaître et tout, ça crée un gouffre monstrueux entre les joueurs, tu vois. Entre celui qui voit ce qu'il doit voir et l'autre pas, tu joues pas le même jeu, en fait, quasiment. Oui, mais de toute façon, je pense que tous les jeux, à partir du moment où tu limites le hasard, tu vas créer l'écart entre le niveau des joueurs. C'est-à-dire qu'un très bon joueur par rapport à un joueur qui est bien moins fort, si tu as 0 hasard, eh ben, ce gap, il va toujours être là. Si tu remets un peu de hasard au milieu, des fois, ça va se niveler, des fois, ça partira dans l'autre sens, mais quelquefois, ça va laisser une chance. Donc, ça, je crois qu'il y a une étroite corrélation entre le niveau de hasard et cet écart possible entre les joueurs. Oui, c'est ça aussi. Il y a le fait que sur un euro, majoritairement, ça va être souvent le meilleur joueur qui va gagner. Là où ce ne sera pas forcément le cas sur un Ameritrash. Tu vois, bah, effectivement, même loin du cas, au final. C'est normal aussi. Ouais. Tu peux pas gagner si t'es vraiment pénalisé, mais genre, effectivement, la décision, tu peux jouer à un coup de dé pour de vrai. Là où sur un euro, normalement, statistiquement, le mec qui est meilleur que l'autre va gagner plus de parties à l'usage. Est-ce que c'est pas ça aussi une des caractéristiques du jeu, tu vois, de l'euro? Ce côté un peu. Non, parce que c'est le meilleur qui va gagner. Tu joues aux échecs contre quelqu'un qui est plus faible que toi, c'est chiant parce que tu gagnes tout le temps. Est-ce que les échecs, c'est un Eurogame? Non, c'est pas un Eurogame. Non, d'accord. Genre, la question, pour le coup, là, il n'y a pas trop de débat, ça va. Yes, sec. Ça, ok, ça va. Non, mais c'est bien. Et alors, il y a une autre question dans le chat qui continue un peu ce sujet des mécaniques de jeu et qui parle de la classification des jeux. Donc, effectivement, on parle de l'Eurogame, on l'oppose à l'Ameritrash. Est-ce qu'il y a d'autres catégories de jeux qu'on pourrait juste mettre les unes à côté des autres comme ça? Donc, une boîte Eurogame, une boîte Ameritrash par opposition. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait jeux abstraits, comme les échecs et le Go, par exemple, qui est encore une catégorie à part. Et moi, je verrais encore un autre truc qui serait les party games, où là, on a... aussi. Comment tu dis? Les wargames. Les wargames, exactement, ouais, tout à fait. Est-ce que vous voyez d'autres choses que ça? La pétanque. C'est pas une catégorie de jeu, ça. Mais oui, les jeux d'extérieur. Genre, le jeu d'adresse. Ouais. Plus globalement, les jeux d'adresse, qu'ils soient d'intérieur ou d'extérieur. Les jeux d'adresse. Si tu veux, d'ailleurs, Dimitri peut te faire une démonstration de lancer de haches. Oui, mais je ramène les haches. Mais oui, c'est vrai, les petites haches. Incroyable. Ok, Eurogame, Ameritrash. On a dit jeu abstrait. Ok. Ok, il y a une question. Alors du coup, pour compléter cette question, il y a une question qui revient là. Ça concerne les roll and write. Vous mettez ça où? Roll and write. Vous mettez à la poubelle. Non, mais dire ce truc, tu vois. On les met pas. C'est comme un worker placement. Tu le mets où? En worker placement. Point. Tu vois, genre à mon sens, tu vois. Non, un worker placement, ça rentre dans la catégorie Eurogame éventuellement. Enfin, pour moi, les roll and write ont leur catégorie à l'eau, tu vois. Okay. Après, ça dépend de la typologie. Variable, ça dépend de la type. Les roll and write sont pas tous exactement les mêmes en fait. Est-ce qu'il y a des roll and write que tu classerais en Eurogame? Alors, dans la philosophie, il reste un peu plus Eurogame qu'Ameritrash si tu le places sur des curseurs, parce que ils peuvent être joués à très nombreux et avec un niveau d'interaction qui est souvent un peu limité pour pouvoir les jouer à nombreux. C'est-à-dire que à partir du moment où tu joues un roll and write à 10, souvent l'interaction au cœur se crée, c'est les petites courses. C'est le premier qui fait un truc qui a des points de bonus. Enfin, je schématise un petit peu, mais c'est un petit peu ça oui. Sur la différenciation. Et le reste, tout le monde peut marquer les mêmes points. Et de ce côté-là, on s'éloigne encore plus, je dirais, de l'Ameritrash parce que on va pas cibler un joueur pour lui retirer un truc. Enfin, dans la plupart des roll and write, je parle. Il peut toujours y avoir des exceptions. On va toujours me trouver le roll and write où il y a un truc. Mais dans la philosophie, comme le but c'est de jouer le plus nombreux possible, et c'est plus des résolutions personnelles, individuelles, les roll and write, d'optimisation.
Donc on est plus quasiment dans une catégorie qui va être que moi j'appelle un peu puzzle en fait, perso, avec ces petits niveaux d'interaction. Une catégorie vraiment solo multijoueur. Philosophie, c'est ça. Dans la philosophie, ça se rapproche un peu du casse-tête, un peu plus perso, avec encore moins d'interaction. Parce que dans l'Eurogame, le but c'est quand même d'avoir un maximum quand même de courses, de regarder l'autre. Alors que là, des fois dans le Roll and Write, on n'a même plus ça en dehors des 3 plaquettes sur lesquelles il y a une course. D'ailleurs, tiens, est-ce que c'est un Roll and Write ? Est-ce que c'est un Eurogame ? J'ai pas compris la question. Ouais, est-ce que Roll and Write est un Eurogame ? Oui. Ok, du coup, il sort la version Roll and Write qui est quasiment identique au jeu. Ouais, Johann Park, oui, j'ai vu, c'est très proche, effectivement, ouais. Du coup, est-ce que ce Roll and Write est un Eurogame ou pas ? Tu vois, je pense que c'est de toute façon, on se rapproche, sauf qu'ils ont certainement retiré des interactions par rapport au jeu de base. Donc, on s'éloigne un tout petit peu, c'est tout. Et on vient plus vers le puzzle perso, en fait. Oui, c'est ça. Et on en est toujours dans ce type de jeux qui sont à un niveau intellectuel assez important, en regardant les autres. Pas facile nécessairement. Et c'est toujours une question, comme disait Dimitri, une question de curseur, parce que tu le bouges un petit peu plus d'un côté, un petit peu plus de l'autre. Tu balances, c'est pas un truc qui est tout blanc, tout noir. Il y a du gris entre les deux. Tu prends un Welcome to the Moon et tu joues à l'épisode 6, 7, 8, dans les derniers de Welcome to the Moon. Tu rigoles pas tous les jours pour réussir à bien comboter ton truc et que ça fonctionne assez bien et tout ça. Et même dans les règles et tout ce qui va avec, c'est pas du easy billy. Donc tu vas vraiment aller chercher un truc plus complexe. Et pourtant, on est dans du flip and write. Tu vois ? Ok. Alors, regarde un jeu comme Blackout Hong Kong, par exemple. Qui est sorti. Il y a très peu d'interactions. Non, mais je parle pas de la qualité de la pression du jeu, je parle de la sensation. La sensation, c'est de faire un truc qui est assez perso. Parce qu'il y a quelques interactions au milieu, et ça me fait penser un peu à un Roll and Write là-dessus. Avec quelques interactions au milieu, mais sinon l'essentiel, qui est une résolution perso par rapport à des enchaînements que je vais faire et que j'optimise. Sauf que d'un côté, j'ai des dés, mais c'est un peu ce côté puzzle, en fait, perso. Et je retrouve un peu cette sensation. Donc, il y a certains Eurogames qui l'ont et qui sont pourtant là des jeux de plateau, visuellement assimilés à vraiment l'Eurogame traditionnel, en fait. Ok. Effectivement. Oui, je suis sur Blackout. Oui, j'ai un peu cette sensation aussi. Alors, il y a Boris qui a fait une remarque plusieurs fois là déjà avant et qui posait la question. Est-ce que au final, la définition d'Eurogame et les autres catégories de jeux, on pourrait pas juste classer ça dans des sensations et juste retirer toute cette classification qu'on fait et juste se baser sur des ressentis qu'on a et du coup qui seraient encore plus subjectifs que ce qu'on essaie de faire là, parce que ça n'aurait plus du tout, on serait plus du tout capable de le classer. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a quand même des choses des marqueurs précis, mais voilà, la question est posée. Mais je pense que c'est ce qu'on fait un petit peu quand même, parce que notre définition chacun d'Eurogame, elle a ses curseurs qui nous sont personnels. Donc, par contre, si on met plus de curseur sur rien, c'est comme les gens qui disent faut plus parler d'experts, faut plus parler de familiaux, faut plus parler de rien, mais à force, on peut plus échanger. On est obligé d'essayer, de trouver des points de discussion. Bien sûr. Sinon, on peut plus discuter de rien, en fait. Et qu'on ait chacun un curseur qui est un peu différent, c'est une réalité. Par contre, il faut essayer de se donner quand même quelques repères pour réussir à discuter. Des baselines, quoi. Des choses que tout le monde est à peu près d'accord, en fait, un socle. Et c'est ça que je voulais qu'on définisse un peu aujourd'hui. Donc là, on creuse beaucoup. On va vraiment dans un peu le détail et tout ça. C'est intéressant. Mais c'était vraiment ce truc-là qui m'intéressait particulièrement. Je reviens vite fait sur les catégories de jeux. Il y a Laurent qui parlait de ça. Effectivement, je l'avais noté en plus dans mon document. Les jeux à shared incentive, donc les jeux où on partage notamment par exemple les jeux de train, les 18, dans lesquels on va partager des compagnies de train et où on va jouer en fait tous une même compagnie. Donc on a des intérêts communs qui sont créés temporairement pendant le jeu, alors que ça reste un jeu compétitif individuel. Est-ce que c'est une catégorie à part entière ? Est-ce qu'on classerait ça dans l'Eurogame ? Comment vous mettriez ça ? Pour moi, c'est une mécanique qui se met à l'intérieur des Eurogames quand même, qui reste quand même une mécanique d'Eurogame de partage, parce que c'est pas une mécanique d'affrontement, c'est une mécanique où on va gagner de l'argent de façon différente. C'est-à-dire qu'on va se partager. On la retrouve dans Legacies plus récemment, aussi avec des parts qu'on prend. Et pour moi, ça peut s'intégrer tout à fait à l'Eurogame. Et c'est pas ça qui va créer une catégorie spécique. Par contre, les 18xx marchent essentiellement, il y a un vrai focus là-dessus. Donc, on peut mettre en avant cette méca pour les qualifier, mais pour autant, je ne créerais pas complètement une catégorie
différencier pour ce type de jeu. Enfin, après, c'est une perception personnelle. Hein. Oui, c'est vraiment une partie. En fait, les Zero Games reprennent toute une série de types de jeux. Hein. Et donc, tout ce qui est enchère en fait partie, tout ce qui est négociation, ça en fait partie, tout ce qui est jeu, tout ce qui est des collections de ressources, tout ce qui va avec, de la contrôle de zone, du worker placement, hein, donc tout ce qui est des placements d'ouvriers. Tu vas avoir tout ce qui est jeu à tuiles, tu vois, des placements de tuiles et tout ce qui va avec. Ça fait partie d'eux et c'est à l'intérieur. Et tu n'auras jamais, tu voulais une définition claire, nette, qui permettrait de dire, en suivant la définition, si c'est un Eurogame ou pas un Eurogame. Et je pense pas qu'il y ait une frontière qui est nette et définie. Il y a une sorte de no man's land entre certains trucs. Et comme on disait, le curseur qui va de l'un à l'autre, ou la sensation que quelqu'un a par rapport à un jeu. Et parfois, là, c'est une sensation. Tu sais bien à quel point le même jeu, on y joue, mais pas avec le même public. On a joué au même jeu, on n'a pas les mêmes sensations, on n'a pas les mêmes retours. Complètement. Non, mais ça, on est bien d'accord. Jamais. Est-ce qu'on ne tenterait pas de faire l'exercice un petit peu à l'envers? Vu qu'on n'arrive pas tout à fait à définir le cadre d'un Eurogame, est-ce que c'est pas plus simple de définir ce qui n'est pas un Eurogame? Oui, c'est ça, par opposition, clairement. C'est ce qu'on a un peu commencé à faire. Tu vois, mais comme on le disait tantôt avec du roll and write ou du flip and write, il y a des moments où ça rentre petit à petit et que ça passe dans ce fameux no man's land et que c'est vraiment un truc de curseur. Donc de manière globale, on va dire oui, ce n'est pas. On parlait des jeux de Civ, mais un jeu comme Mosaïque qui doit arriver bientôt maintenant à peu près autant de retard, c'est un jeu de civilisation, mais malgré tout, il a des petits feelings d'Eurogame, tu vois. Et il y en a un autre, mais je ne retombe plus sur le nom, qui est sorti l'année passée, qui était aussi avec des choix de mécaniques, et pourtant c'était aussi un jeu de Civ avec. C'est quoi? C'est pas Ankh par hasard? Ou du coup c'est un jeu d'affrontement avec pas mal d'euros dedans? Non. Enfin qu'importe, de toute façon c'est pas très grave. Mais voilà. Non, mais si on revient sur des grands classiques, même TTA ou autres, il y a une partie qui est vraiment Eurogame et il y a cette partie pourtant guerre qui peut être puissante et qui peut remettre donc où on classe. Voilà, ça, moi j'ai des sensations d'euro sur toute une partie. Et en sachant que la gestion de la guerre, souvent il y a des modifications de règles qui peuvent prendre en compte. Il y a même des annulations pour le jouer. Donc on voit que cette partie-là, elle fait pas partie tout à fait de la philosophie Eurogame et qu'il y a des joueurs d'ailleurs qui la suppriment. Donc, mais c'est là où tu as un jeu qui est un petit peu hybride sur une partie du jeu et qui peut le faire sortir un peu de son cadre. Mais sur la base, qui a des sensations d'Eurogame. Ouais, d'accord, effectivement. Et ok, oui, d'accord. Donc tu pourrais en fait, voilà, t'as une partie du gameplay du jeu qui est vraiment full Eurogame et une partie du gameplay du jeu où tu sens que ça s'écarte un peu de ce cadre-là, justement. Ok. Et pour qu'il y ait des joueurs qui prévoient un changement de règle spécifique là-dessus, il y a dû y avoir cette sensation bizarre pour les fans d'Eurogame assez souvent, parce que sinon ils auraient pas modifié cet élément-là. Est-ce que c'est une règle avec laquelle tu joues, toi, Dimitri? Non, paradoxalement, pourtant, je suis très Eurogame, mais je laisse la guerre et tant pis. Et donc, trop marrant. Donc, ok, bon, ça marche. Et ben, d'accord. Bon, ça c'est intéressant, effectivement. Et du coup, bon, je comprends bien qu'effectivement, il y a des nuances entre les ressentis de chaque joueur et tout ça. Et je comprends bien. Je cherche pas absolument à définir les bords très précis de ça, mais je cherche à définir vraiment une sorte de cœur et de choses sur lesquelles on est tous plus ou moins d'accord. Bon, tous d'accord, c'est chaud, mais au moins, voilà, d'arriver à des points de repère, en fait, dans tout ce paysage ludique, on va dire. Voilà. Dimitri. Après, je pense qu'il y a un élément aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans d'Eurogame qui vont pas hésiter à virer des cartes quand elles correspondent pas à leur philosophie de jeu dans un jeu. Parce qu'elles sont trop agressives, parce qu'elles sont... Et ça, c'est assez caractéristique des joueurs d'Eurogame. Ils vont dire, oh, bah non, celle-là, elle est beaucoup trop agressive, on la jette. Et donc après, le jeu, il n'est plus dedans, donc c'est plus Eurogame. Oh, d'accord, mais plutôt chez l'Eurogamer expert. Hein. Moi, je vois moins ça en intermédiaire ou en familial. Hein. Non, bien sûr, non. Il y a aussi des cartes qui sont trop fortes, mais bon. Non, mais sur l'Eurogamer expert, tu as un peu cette personnalisation du jeu parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à mes sensations. Est-ce que c'est la bonne idée? Pas forcément, mais je vais faire le jeu un peu plus à mon goût et il va correspondre à des sensations que j'apprécie. Et ça, il y a des joueurs qui n'hésitent pas à le faire en Eurogame. Voilà, donc ça prouve que chacun a sa sensibilité et que quelquefois on a envie d'aimer un jeu, mais qu'il y a des choses qui vont pas, et du coup on essaye de l'ajuster. En fait,
Ça me fait rire parce qu'on a basculé sur la définition du joueur d'Eurogame. Mais c'est marrant. C'est vrai que non, mais c'est vrai que ça me fait rire ce truc de retirer des cartes parce que c'est fort. Moi, je le fais pas. Mais c'est vrai que j'ai dans Ark Nova, je joue en draftant les cartes du début parce que effectivement, ça me fait me sentir plus balanced, alors que c'est pas forcément justifié. Mais j'ai l'impression que c'est plus juste et je me sens moins agressé dès le début, où genre il y a une main qui tombe qui est totalement improbable, alors que c'est tout à fait possible aussi, même avec du draft, que la main soit aussi balèze. Mais j'ai plus cette sensation là, effectivement. On retrouve ça à Terraforming notamment aussi. Moi, j'aime bien drafter le début. Il y a quelques cartes que je trouve unbalance, donc je les ai virées parce que elles correspondent pas à mes sensations. Mais pour autant, je dis pas que c'est pas des choses qui devraient être dans le jeu. C'est juste que comme moi j'aime moins les attaques directes et cette sensation de chaos, et que globalement j'aime bien le jeu, j'ai envie de le jouer un peu dans le feeling que je ressens. Et je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui le font parce que il y a des listes même de cartes qu'on conseille de virer ou pas en fonction sur BGG ou autre. Donc il y a toutes cette approche qui est des conseils de personnalisation, et le but au final c'est quand même que le joueur se sente bien dans les jeux qui joue aussi, et pas de les dénaturer. On dit pas de transformer tout, mais tu vois les tentatives, et de toute façon tu vois cette notion là parce qu'il y a des gens qui proposent des extensions après chez des joueurs, donc c'est qu'ils ont envie d'aller plus loin des fois, de personnaliser leur expérience. Et tout ça, on le retrouve beaucoup, je trouve, dans les Eurogame experts. Hein, toujours, bien sûr, pas les familiaux. On a beaucoup moins le public qui va proposer directement des choses. Voilà. Exactement. Vas-y, je t'en prie. Au draft. En fait, le problème du draft sur pas mal de jeux, c'est que oui, tu vas apporter la stabilité, mais tu vas aussi créer des écarts de niveau. Par exemple, sur Ark Nova, quand tu connais pas le jeu, tu as intérêt à ne pas drafter. Ah, si tu connais pas du tout le jeu, obviously, on est d'accord. Même si tu as 3-4 parties et que tu en as beaucoup plus, tu as intérêt à ne pas drafter, en fait. Oui. Parce que tu vas mieux drafter que l'autre et tu vas déjà prendre un avantage dès le début de la partie, par exemple. Oui, tu vas lui laisser une chance. Tu vas lui laisser une chance si tu draftes pas. Je suis d'accord. Avec Dim, on a fait partie d'Ark Nova où ça fait plus 40, moins 40 de petites suites, alors qu'on joue pas spécialement plus mal la partie d'après que l'avant. On a le même niveau, donc et on peut se mettre des grosses tôles. Le tirage est random, et c'est vraiment lui, à niveau égal, qui fera la diff. Et d'ailleurs, du coup, c'est drôle parce que on parlait d'un jeu sans trop de hasard pour l'Eurogame. Ark Nova, c'est quand même un peu clown fiesta par moment. Oui. Et pourtant, ça a gagné le Diamant d'Or l'année dernière. Bien sûr. On peut pas dire qu'il y a pas de hasard, quoi. Ah, je suis d'accord avec ça. Et puis il y a aussi un autre truc qu'on trouve dans Ark Nova. Alors avec dans une moindre mesure, on va dire, mais dans Ark Nova, il y a de l'attaque frontale, il y a du vol, il y a des trucs vraiment très directs. C'est anecdotique. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même. C'est réglé par le jeu. Oui, c'est-à-dire que tu choisis pas à qui tu voles et tu choisis pas. Et ça, les joueurs d'Eurogame peuvent beaucoup plus anticiper. C'est-à-dire que si t'es devant, tu sais qu'on peut te voler. Tu sais que t'es susceptible de te faire tabasser, quoi. Que c'est pas un joueur qui va choisir de piquer à lui à X plutôt qu'à Y, et qui va changer la partie. C'est la règle du jeu qui impose cette prise-là. Ouais, je comprends. Ok, je vois. Ok, ça nous amène sur des questions qui sont dans le chat et des trucs que j'avais notés aussi. C'est toute la partie relative aux jeux experts, parce qu'on parle d'Eurogame. En principe, quand on parle d'Eurogame, on parle plutôt d'Eurogame assez avancé, des jeux plus stratégiques, des jeux un peu plus lourds avec plus de profondeur. Est-ce que c'est vraiment un truc, c'est une sorte de norme, genre un Eurogame, c'est un jeu qui est suffisamment, qui a de la profondeur, qui permet de rejouer des parties, qui a plusieurs axes de développement, ou alors est-ce qu'on peut aussi trouver des Eurogames qui sont plus légers? Et dans la fiche Wikipédia en anglais que je lisais, il y avait notamment Carcassonne, que je trouve pas particulièrement avancé, et qui est considéré comme une sorte de base pour les Eurogames. Et Catan, pareil, même principe, hein, donc ouais. Ah, mais c'est la base. Carcassonne, il y a énormément de gens qui commencent l'Eurogame par Carcassonne. C'est une porte d'entrée, c'est quelque chose où souvent il va y avoir une variation de règles d'ailleurs pour les joueurs. Souvent ils prennent 2 tuiles pour maîtriser la tuile qu'ils vont mettre, et ils jouent avec les paysans dans les champs, parce que il y a une règle qui a été retirée de Carcassonne récemment, c'est que maintenant c'est la version grosso modo expert de jouer avec des paysans dans des champs. En fait, mais c'est vraiment une porte d'entrée. En fait, Carcassonne par excellence. Tu dis quoi? Je dis que de base, il n'y a que 2 règles dans le jeu, ils ont réussi à en virer une pour simplifier. Donc c'est un peu mal.
C'est une porte d'entrée, on a dit. C'est une porte d'entrée. Oui. C'est une petite porte. C'est ça. Et C'est ça. Ouais, mais en fait, il était aussi porte d'entrée avant, et ça n'a pas dérangé grand monde pour l'instant, là, tu vois. Juste qu'on Non, a mais habitué les d'accord. gens à niveau Ouais, je comprends effectivement, mais Le juste, succès. ouais. Le succès, il l'a eu avant, ce changement de règle. Donc, c'est même pas ça qui a créé le fait de le rendre plus accessible ni quoi que ce soit. Carcassonne, c'était un best avec ces règles-là. Donc là, c'est une tendance à vouloir sursimplifier tout actuel. Mais ça, c'est pas ça qui a fait le succès de Carcassonne. Voilà, sur la porte d'entrée euro, en fait. Mais dans les légers, un truc comme Âge de pierre, par exemple, parce que je vois aussi qu'il est cité derrière par Dada, c'est effectivement de l'accessible, mais on reste dans de l'euro, quoi. Ok, donc ça veut dire que pour vous, il n'y a pas la notion de profondeur, difficulté d'accès et de conditions de victoire n'intervient pas dans la définition d'un Eurogame. Non, ça, c'est pas ça qui fait un Eurogame. C'est simplement ce que tu vas définir après, c'est le type de personne avec qui tu peux jouer, et donc du familial ou du... ou du expert, c'est plus ça qui qualifie. Tu vois, tu as de Âge de pierre junior, je pense, qui existe. Hein. Oui. Et donc, ça reste à Carcassonne aussi. C'est pour enfants. Je pense qu'on a toutes les étapes dans l'Eurogame, les versions enfants. Âge de pierre et Carcassonne sont des super exemples là-dessus. Il y a des versions enfants et après des versions qui sont les premiers pas vers des Eurogames un peu plus compliqués parce que c'est la philosophie d'acheter des ressources pour construire des choses. De poser des meeples à des endroits pour faire des actions. Enfin, tu vas retrouver un peu dans les deux jeux des éléments de construire des choses avec Carcassonne, des routes, des histoires de petites majorités, et de l'autre côté la gestion des ressources. Donc c'est vraiment des portes d'entrée qui fonctionnent assez bien pour aller vers des Eurogames plus compliqués. Et c'est le niveau expert de l'Eurogame qui crée sa complexité, pas le mot Eurogame lui-même en fait. Et même le niveau expert dépend d'une personne à une autre, hein, parce que on dit toujours. Enfin, moi je suis bien placé pour le dire, des enfants de joueurs ne sont pas les mêmes enfants que des enfants de non-joueurs, parce qu'ils jouent avec des jeux qui sont considérés par experts, beaucoup trop compliqués par toute une série de personnes, et ils jouent ça comme si c'était tranquille. Je veux dire, ma fille à 11 ans jouait déjà à Ark Nova, tu vois, et c'était pas un gros problème qu'elle y joue. C'était pas une difficulté, quoi. Des adultes qui trouvent ça trop compliqué et les règles sont trop longues à apprendre et tout ce que tu veux. Donc, ça n'a vraiment rien à voir à ce niveau-là. C'est une question de feeling et de personne. Moi, quand j'amène souvent des jeux en club, je dis « Oh, mais ça va, c'est un jeu initié ou un jeu intermédiaire et connaisseur. » Enfin, les termes sont un petit peu flous à ce niveau-là. Et souvent, pour personne, oui, mais attention, connaisseur pour toi, c'est de l'expert pour moi. Okay. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, tu peux quand même, tu peux les comparer. C'est plus, c'est pas vraiment une valeur absolue en termes de difficulté, c'est plutôt une valeur relative entre différents jeux. Si tu compares Catan et, je sais pas, Anachronie, il y a un gap entre les deux, on est d'accord. Et donc, c'est plutôt ça qui va définir le fait qu'un jeu soit plus avancé qu'un autre, plus que de dire celui-là est expert, celui-là ne l'est pas. Non, c'est plutôt celui-là est plus complexe que celui-là. Plutôt ça. Dans l'explication de base, et c'est vraiment ça que ça arrive. Et à nouveau, plus tu as de références, plus tu as joué à des jeux, quand on t'explique des nouvelles mécaniques, si tu as déjà vécu 2-3 jeux avec cette mécanique-là, elle passe crème, parce que tu dois faire, tu as déjà tout de suite compris comment ça va tourner, tout ce qui va avec. Quand on t'explique une nouvelle mécanique, tu fronces des yeux, tu dis où est-ce qu'il veut aller, à quoi ça sert, et tout ce qui va avec. Et tu as déjà vécu des explications de règles qui doit être accessible pour toi, mais expliqué par quelqu'un qui sait pas expliquer une règle de jeu. Et Tim, tu sais de quoi je pense. Et c'est juste horrible. Tu as terminé une explication d'1 heure et au final, tu fais comment ça va tourner? Comment ça va marcher? Non, mais ici, on a des exemples. C'est vrai que et Stéphane parle notamment des jeux comme les jeux de la Cerda qui demandent une explication très claire et très bien faite des règles, sinon le joueur commence, il sait même pas jouer et pourra rien faire du tout, donc il a besoin d'une autre explication. J'ai déjà Stéphane qui m'a demandé une explication de règle dans la Cerda après qu'on lui en ait expliqué un, tu vois, parce qu'il avait rien compris la règle, donc il dit maintenant tu peux me réexpliquer la règle qu'on vient de m'expliquer. Et donc c'est long parce que c'est beaucoup de temps perdu. Ouais, j'allais dire attends la vache, t'as eu le temps d'en jouer 3 là à ce prix-là. Ok, non je vois. Et il y a un truc qui m'intéresse aussi parce que on a brièvement abordé la partie chaos et hasard entrant sortant dans un jeu et tout ça. Et Stéphane notamment tu donnais dans ta définition de l'Eurogame justement un jeu sur lequel le chaos et le hasard est réduit. Et pourtant Catan rentre dans ta définition de l'Eurogame.
j'ai quand même l'impression qu'à Catan, on a du chaos, en veux-tu, en voilà. Donc, comment tu fais la différence ici? Eh bien, Catan, contrairement à ce que les gens croient, et c'est un jeu qui se joue, comme disait Yo, sur l'analyse première des tuiles. Après, bien sûr, d'une partie à une autre, tu vas avoir autre chose. Je précise. Tu ne parlais pas de Catan, mais c'est pas grave. Mais le principe il est là. Pour avoir fait tout un temps, j'ai beaucoup surfé sur Brettspielwelt, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, c'était fort allemand, c'était une des manières de jouer à Catan en ligne. Et je me souviens que j'avais plus de 2000 parties sur Catan. Sur 2000 parties, j'ai un score de plus de 70% de victoire. À 4 joueurs, je veux dire, logiquement, si c'était de la roulette, j'aurais 25%, tu vois, sur autant de parties. Or, c'est pas le cas. Tu vois, effectivement, pourtant, il y a des parties qui se passent mieux que d'autres parce que dès le début du jeu, ce sont tes numéros qui sortent et du coup, tu sais bloquer quelqu'un qui va mourir derrière. Mais c'est pas toutes les parties. Ça, c'est une partie sur X qui fait que ça se passe bien. Mais le reste, c'est l'analyse du terrain et c'est une partie de comment tu vas te développer pour profiter rapidement d'une chose, d'une autre, un choix, une négociation qui va avoir lieu. Et donc, Catan, contrairement à ce que même dans le chat je vois qu'on trouve que c'est fort aléatoire, ce n'est pas fort aléatoire quand tu joues contre avec des gens qui savent jouer à Catan. D'ailleurs, les championnats, il y a un championnat de Belgique du jeu de société qui existe encore, donc dans lequel il y a 3 jeux, un jeu plutôt rapide, un jeu moyen et un jeu plutôt long. Donc c'est pas une question de difficulté, c'est une question de timing. Le temps, ouais. Le temps Catan est là depuis des années. Et depuis des années, dans le Catan qui est présent, je termine premier ou deuxième. Et ça fait des années que je le fais. Mon fils, à qui j'ai expliqué comment on joue à Catan et tout ce qui va avec, quand il avait, je pense, ses premières parties, c'était 9 ans, et il a mis la pâtée à des adultes derrière. Et pourtant, ils parlaient pas la même langue parce que ce sont des Flamands qui sont avec lui sur la table, et on n'appelle pas un mouton en Flandre. Tu vois? Ok. Et pourtant, c'est un jeu sur lequel il y a eu une modification de règles qui a été mise pour compenser ce côté aléatoire quand on tire pas tes numéros avec ces jetons de compensation. C'est bien quelque chose qui a été créé pour maîtriser un peu plus ce côté aléatoire à Catan. Donc c'est juste pour marquer la volonté. Je sais pas si c'est nécessaire ou pas, mais je dis c'est pour marquer la volonté des fois des joueurs Eurogame de maîtriser un peu plus ce hasard en rajoutant des fois des éléments de règles de façon à mieux maîtriser ce hasard en fait. Ok. Ouais, je vois, effectivement. Donc, quand même un contrôle du hasard plus important que dans d'autres types de jeux. En tout cas, on recherche ça, voilà, c'est ça. Ok, très bien, d'accord. Bon, bah, cette partie-là sur l'interaction, sur le chaos est intéressante. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre truc, enfin, quelque chose que j'aime bien et c'est pas vraiment une question de définition ou quoi, mais c'est plutôt comment vous sentez ça, vous, dans votre expérience de joueur. C'est l'élément du thème dans les Eurogames, parce que historiquement, je sais que c'est ce que tu disais, Stéphane, que la méca prime sur le thème et que on se fout un petit peu de ceux avec quoi on joue, que ce soit des choux, des carottes ou des ânes, ça n'a pas d'importance, mais simplement, c'est quelque chose que j'aime bien et que je trouve qui fait une vraie différence dans les Eurogames quand c'est bien implémenté. Et du coup, ça m'intéresse vachement de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, Steph, toi, tu t'en fous complet, vraiment de ouf? Je ne m'en fous pas, mais je préfère un jeu dont le thème est absent avec une belle mécanique qu'un jeu avec un beau thème qui je me fais chier après 5 minutes. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la mécanique qui va me donner le plaisir. Après, quand il y a un thème dessus et que je peux m'amuser sur le thème, j'ai sorti la review aujourd'hui pour Come Together, on en a parlé tantôt. Come Together, le thème est super présent dedans. Et à la limite, ça permet d'oublier parfois une mécanique qui est plus légère. Justement, à quel point ça compense la méca, tu vois. Mais ça permet parfois d'être une sorte de palier, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un Eurogame ou pas un Eurogame. Après, c'est une question de feeling de tout un chacun. Non, oui, on s'écarte un peu. C'est plutôt la référence historique. Enfin, le fait qu'au début, entre guillemets, c'était vraiment très très secondaire, et que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai effort qui est fait parce que ça fait la petite différence, le petit plus qui fait que le jeu va être encore mieux. Comme tu dis, si tu préfères la méca à la thématique bien implémentée, ben si on a les deux, je pense que c'est quand même hyper cool, quoi. Oui, mais elle est pas souvent là, mais elle est là parfois. Ok, c'est bien, c'est tant mieux. Ouais. Dimitri, tu penses pareil? Alors,
Moi, je pense que l'environnement, le thème, est jamais aussi poussé qu'un jeu narratif où on rentre dans des choses je parle de l'Eurogame traditionnel, mais il doit aider la personne à rentrer dedans, celle qui aime le thème à rentrer dedans, et il ne doit pas trop gêner celle qui est pas du tout réceptive. Pour moi, c'est une des clés du succès, c'est-à-dire que ça ne m'empêche pas de jouer parce que j'aime pas spécialement le thème, mais dans ces cas-là, je vais me concentrer sur la méca. Par contre, si j'ai le petit feeling sur le thème, eh ben ça va m'aider à rentrer un peu plus dedans, à avoir des blagues dedans, des fois même, je suis d'accord, à laisser passer des petites choses que j'aurais pas laissé passer si c'était complètement froid et une analyse beaucoup plus stricte. Mais je vais toujours accorder quand même une place cruciale à la mécanique, et un jeu exceptionnel, même si je suis complètement opposé. Opposé, je parle pas de valeur morale. Je parle plutôt ça te touche pas, quoi. Voilà, ça me touche pas du tout. Mais je vais y jouer et je pourrais y rejouer avec plaisir si la méca est folle, en fait. Donc, je vois ça plutôt comme un levier, en fait, par rapport à l'apprentissage des règles et au fait d'être intégré à l'intérieur du jeu, enfin de trouver plus d'aisance, quoi, et plus de facilité à vouloir y aller, quoi. Et puis de donner des petits jokers des fois à un jeu qu'on n'aurait pas si on est complètement déconnecté du thème, et c'est un gros facilitateur aussi d'explication de règles. Quand on est en adéquation avec un thème, et ben ce sera beaucoup plus facile de mémoriser les règles, parce que moi je mémorise toutes les règles, je les relis jamais en général, donc ça m'aide énormément d'avoir un thème qui paraît cohérent. Alors pas forcément un thème où je me retrouve ou qui me raconte des histoires, mais quelque chose qui va soutenir les mécaniques et qui est un peu cohérent par rapport aux actions. C'est plus ça que je vais privilégier que le côté oui, j'ai besoin de me projeter, parce que dans les Eurogames, au bout d'un moment il y a une limite sur la projection de toute façon, et c'est l'interprétation de chacun. Ouais, je comprends. Ok, ouais, c'est un autre point de vue, c'est intéressant. Yoël, tu vois ça comment, le thème, toi? Alors, pour moi, c'est important si jamais il est cohérent. Je ne demande pas d'être forcément adapté ou parfaitement au service de la mécanique, mais s'il est cohérent, genre un truc con, je joue à Bonfire, tu me demandes de l'expliquer aujourd'hui, le thème est tellement what the fuck que tu peux pas t'en rappeler. C'est très clair, très clair. Prends du niveau là. Bonfire, en même temps, c'est vraiment le niveau 0 du thème. C'est bon, voilà, Bonfire Origins, même combat. Je peux t'en parler de Bonfire et du thème, c'est tout à fait cohérent dans ce qui est proposé. Vas-y, raconte-nous, Steph. Que fait-on? Si illicite, ce n'est pas cohérent. Non. Ça c'est totalement. Tu vois, à l'inverse, un truc galériste qui est beaucoup plus complexe, tu peux le réexpliquer quasiment de tête parce qu'il est cohérent. Tu vois, tu vas te rapprocher pas mal d'éléments là-dessus. Voilà. Après, effectivement, un jeu comme Barrage va être incroyable parce qu'il arrive à marier la mécanique et le thème de manière cohérente. Et c'est ça souvent qui fait les grands jeux. Tu vois, ceux qui restent pour le coup, vraiment, c'est ça. C'est ceux qui ont réussi à faire un petit peu le. Genre, je prends Tolkien. Alors oui, en vrai, ce serait une roue différente des Mayas, mais ça marche bien. Tu vois, ce que tu fais, ça a du sens, c'est cohérent. Et du coup, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de beaucoup plus que ça comme thème d'application, mais un minimum. Voilà. Ok. Ouais, mais moi aussi, je suis très sensible à la cohérence des actions et au fait que ce soit bien imbriqué et logique. Alors, toujours par rapport à ton référentiel de ce que tu connais et ce que tu connais pas en fonction de tes références et tout ça. Mais simplement, je suis d'accord avec la cohérence. Il y a une question dans le chat que je trouve intéressante qui pose la question de est-ce qu'un thème complètement naze peut nuire à la méca? Donc, c'est-à-dire prendre le pas sur la méca. Donc, l'inverse de ce que tu disais, Steph. Pour moi, c'est vrai. Pour moi, dans Origins, First Builder et dans Bonfire, je suis freiné d'aller sur le jeu parce que les thématiques me posent problème. Alors, en plus des illustrations, mais les thématiques me dérangent parce que c'est totalement insensé. Et dans ma tête, ça snap, en fait. Ça va pas. Ça me dit que non, qu'est-ce que t'es en train de faire, mon gars? C'est la magie, c'est la féerie du jeu qui fait que franchement, Bonfire, j'y joue, je pense, 1 ou 2 fois par an. Je trouve que le jeu est super. Je trouve énormément de plaisir dès la première tuile que je place et d'analyser, tiens, qu'est-ce que je compte faire, où est-ce que je vais aller, comment ça va tourner, les manières dont ça va tourner. Origins, la mécanique, est super intéressante. Effectivement, le thème n'y est pas. Il faut vraiment se forcer beaucoup, mais par-delà, en fait, je me rends compte que par-delà le thème qui, moi, m'importe moins, je suis plus choqué par la qualité matérielle d'un jeu. Ah oui, alors Origins, c'est vraiment l'exemple de la qualité matérielle, on est d'accord. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ergot qui pose problème. Qui n'est pas achevé, qu'on n'a pas pris la peine de se poser une question utile, genre... T'es que nous, à quoi sert cette putain de pyramide au milieu du machin, enfin d'obélisque au milieu du truc qui empêche d'aller voir ce qui se trouve derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où un gars s'est dit mais purée, je vois rien? Et d'autres jeux qui viennent de sortir, encore des jeux, mais Lacrimosa pour n'en parler que de lui, il y a aussi les cartes qui empêchent de voir une série
de points de l'endroit du plateau de jeu, systématiquement, la première action, c'est de prendre et les déplacer. Ça apporte rien d'être sur le jeu. Ça se met en dehors et puis ça marche très très bien. Et donc, il y a plein de trucs ainsi qui font que quand le matériel est naze, ça me donne pas envie d'y jouer. Et à contrario, quand le matériel est très très bon, j'ai envie d'y jouer et le matos, quoi. Et ça, c'est à la limite, là, on vient sur encore un autre sujet. Parce que, par contre, la thématique, moi, je trouve que sur des Bonfire ou sur des Origins ou d'autres jeux comme ça qui ont une thématique un peu, des fois, dure à comprendre, ben, ça devient un exotisme. Moi, quand j'explique la règle, du coup, on invente des trucs qui n'existent pas et on se marre dès la règle, en fait. Parce que, par exemple, expliquer à Théo avec une maison qui penche comme ça, qui bouge sur des trucs, j'invente des choses pour expliquer la règle, parce qu'il faut réussir à redonner un peu une cohérence dessus. Et déjà, on se marre depuis l'explication de la règle. Donc, du coup, c'est pas un frein, mais il faut le prendre de ce côté-là. Et il faut réussir, par contre, c'est un effort supplémentaire pour bien mémoriser ces règles-là. Et donc, quand on n'est pas habitué à le faire, c'est un peu embêtant en fait, parce que ça rend vraiment plus difficile la mémorisation. Mais une fois que tu l'as mémorisé et que tu es habitué avec des joueurs, enfin des groupes de joueurs habitués, tu peux te marrer avec ces éléments-là, donc c'est pas très grave. Moi, je sais qu'à titre perso, plus que des règles ou machin, c'est vraiment une ergo foireuse. Ça m'empêche de jouer. Tu vois, c'est des moments où je dois faire plus d'efforts pour savoir comment. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça. Il y a pas. Plus d'efforts pour savoir comment faire l'action que vraiment ce que fait l'action. Ça va me saouler. C'est là, genre, surtout des éléments qui n'ont pas du tout été rappelés ni sur une aide de jeu ni sur le plateau, alors qu'ils sont centraux. Enfin, je veux dire, ça, à partir du moment où tu peux perdre une partie parce que le truc est visuellement pas là. T'as raté l'info. Ça peut être frustrant parce que sur une partie, tu dis j'ai joué correctement et j'ai pas vu le truc. Et ils auraient pu le mettre parce qu'ils ont des places comme ça pour mettre sur le plateau ou à côté. Et ça, pour moi, c'est des éléments par contre qui m'énervent sur certains jeux. Et quand ça arrive, du coup, tu peux avoir un avis sur le jeu qui est un petit peu négatif rien que pour ça. Et c'est dommage parce que quelquefois, tu te dis ils avaient la place, ils auraient mis une aide de jeu un peu claire à côté et on aurait pu vivre une meilleure expérience. Là, pour ça, le spécialiste, c'est un peu la Cerda, où c'est feuilles d'aide, c'est inconcevable, tu vois. Un livret d'aide, dans mon monde à moi, ça n'existe pas, tu vois. Oui, 4-5 pages, je pense. 8 pages, je crois qu'il fait 8 pages le dernier. Là. C'est hors de question, tu vois. Genre, c'est une feuille d'aide, c'est pas un livre que je veux. Enfin, Tricarion, au final, Tricarion, c'est un bouquin, c'est pareil, c'est le même principe, et pourtant, Tricarion, c'est fou. Oui, mais pour moi, le plus gros problème du jeu, c'est ça. C'est le point faible du jeu, c'est ce bouquin de. D'ailleurs, on a imprimé une feuille A4 avec tout dessus, qui est merveilleuse, et ça simplifie tellement. Ouais, mais tu l'outrepasses pas, je veux dire, tu peux pas te passer de la définition de tous ces sorts. Oui. Tu sais quoi, vas-y, je cherche sur le BGG le truc que j'ai. Vas-y, et tu me donneras l'adresse, je peux afficher des trucs, j'ai préparé un autre écran. Mais ok. Non, mais là, on retrouve vraiment ces sensations. C'est vrai qu'en termes d'ergonomie, des choses pas présentes mais quelquefois, il y a des aides de jeu qui sont très massives et pour autant, on va les accepter parce qu'on sait que ce type de jeu, il y a ces aides-là et que l'expérience, elle est suffisamment plaisante pour qu'on accepte de passer ce cap-là. Par contre, c'est quand même une barrière à l'entrée parce que avoir son aide de jeu de 8 pages, par exemple, si on t'a pas expliqué le jeu de façon nickel et que tu rentres dedans, des fois, ça peut te calmer dès la première partie. Et tu peux ne pas profiter de la première partie et jamais en faire une deuxième. Et il y a des types de jeux comme ça où on est sur on va dire le haut du pavé du niveau expert avec plus d'1 heure de règles et avec 8 pages à côté pour pouvoir jouer. Où faut être bien motivé pour rentrer dedans. Dans certains jeux, il y a quand même une aide de jeu, même si elle fait 8 pages. Dans d'autres jeux, on en sort qu'on n'a toujours pas compris comment le jeu fonctionnait. Je peux parler d'un Pax Renaissance, par exemple. Non, mais après, ouais. Tout ce qui est ergonomie pure sur le plateau, moi, c'est vraiment côté effort supplémentaire où tu es là, genre, j'ai déjà trop de data à traiter sur le jeu pour jouer correctement. Me demandez pas un effort supplémentaire pour comprendre pourquoi ça marche comme ça. Tu vois, et je trouve que ça, c'est vraiment un taf qui est important. Et Yeno Tool, si jamais t'es sur le live, sache-le, t'es parfois relou. Voilà. Bisous. Moi, je suis moins d'accord sur ces trucs-là. Bon, on s'écarte un petit peu du sujet. Je montrais vite fait la petite feuille que tu avais fait et que tu m'avais envoyée, qui était très sympa, effectivement. Ouais, ça compile bien les informations. Bon, c'est quand même sacrément dense, hein. Faut reconnaître, hein, mais bon. Mais oui, je comprends mieux ce que tu veux dire, quoi. Voilà. Là, tu passes de 12 pages à 1, je trouve ça cool. Bah oui, bien sûr, c'est carrément intéressant. Ok, et ben sur ces éléments-là, c'est cool. Juste, il y a
on peut peut-être finir un peu avec ça. Enfin, entre guillemets, c'est juste un dernier élément que j'ai un peu du mal, moi, à avoir, parce qu'on en a parlé au tout début, justement, avec l'exemple de Hansa. C'est la partie interaction, parce que moi, je trouve que ça, c'est le point le plus flou. Et pourtant, c'est un des points qui me semble essentiel à l'intérieur de l'Eurogame par rapport à l'Ameritrash, c'est l'interaction directe et frontale par rapport à l'Ameritrash et les wargames, où effectivement, tu parles, Dimitri, de compensation. Moi, j'ai vraiment du mal de voir ces systèmes de compensation, et on en avait discuté pas mal sur Ibris notamment. Et en fait, moi, je trouve que la compensation existe assez généralement, en fait, dans les jeux avec de l'affrontement direct, parce qu'il y a toujours un investissement qui est fait au départ pour créer cette interaction directe. Je comprends plus ce que tu veux dire dans la partie je choisis de cibler cette personne. Je comprends beaucoup plus, mais par rapport au kingmaking et au fait que tu choisisses arbitrairement une personne plutôt que tu choisisses, je sais pas, le plus fort, comme dans Ark par exemple, celui qui est devant. Mais par contre, le système de compensation, j'ai du mal de voir ce que tu veux dire par là. Alors, le système de compensation, c'est, par exemple, on prenait Hansa Teutonica, qui a le plus beau système de compensation qui soit. C'est-à-dire que on choisit, on t'attaque. Donc là, il y a bien une attaque directe qui est faite sur une personne. C'est frontal, clairement. Et on va virer un de tes pions d'un endroit. Ouais. Mais en compensation, tu vas, au lieu d'en avoir un, tu en as deux que tu vas placer à un autre endroit. Donc là, tu as une réelle compensation. C'est-à-dire que si on t'a attaqué, pour autant, on t'a pas strictement appauvri. Dans d'autres jeux, on t'attaque. Même si tu gagnes le combat, tu ne gagnes rien. Et tu auras dépensé des ressources. Donc, dans ces cas-là, il y a un appauvrissement net qui se passe. Et c'est bien la personne qui a jugé qu'elle t'a attaqué toi plutôt que l'autre qui t'a appauvri. Et non seulement tu n'as rien à gagner, tu t'appauvris. Et la décision a été le fait d'une personne qui aurait pu attaquer A comme B, quelquefois. Est-ce que tu as des exemples de jeux comme ça que je vois un peu plus? Parce que je cherche un peu, et j'ai joué à 2-3 jeux d'affrontement récemment, et je ne vois pas en fait à quel moment il y a une absence totale de compensation. J'arrive pas à trouver. Il y a bien des jeux où tu gagnes rien. Tu prenais Ibris par exemple, tu gagnes quoi quand tu es en position de défense et que tu gagnes le combat? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est là, oui, ça y est, je me souviens maintenant du point dur là-dessus. C'est que pour moi, tu gagnes le fait que l'autre perde quelque chose. Ah non. Et pour moi, c'est un gain. Bah si. Non, ça c'est valable dans un jeu à 2 joueurs. Là, je suis d'accord avec toi. Mais dès que tu dépasses 2 joueurs, le troisième joueur, par rapport au troisième joueur, t'as gagné quoi? T'as gagné le fait de perdre des ressources, c'est ça que t'appelles un gain? Oui, alors le troisième joueur a gagné la même chose que toi, entre guillemets. Non, oui. Non, parce que toi, t'as perdu des choses. Il n'a pas gagné la même chose que toi. Toi, tu t'es trouvé diminué. Celui qui a attaqué, même s'il foire son attaque, il se trouve diminué. Et c'est bien le troisième. Donc c'est là où tu es en plein dans des effets kingmaking qui sont plus ou moins importants, mais où là, tu as bien une attaque sans compensation. Et moi, c'est une sensation que j'aime pas. Je dis pas qu'elle n'est pas adaptée à certains jeux. Je dis que juste que dans la philosophie de moi, ce que je perçois de l'Eurogame et de pas mal d'autres joueurs qui sont dans mon cas perçoivent ces choses-là comme quelque chose qui a un effet kingmaking un peu trop important. Mais après, c'est une question de curseur, toujours pareil. Donc, Est-ce que vous ressentez ça aussi, Yoel, Stéphane? Vous avez le même sentiment par rapport à cet affrontement direct et cette absence de, cet effet kingmaking? Moi, sur beaucoup de jeux, je préférais quand les effets sont complètement ciblés, mais par le jeu lui-même. On en parlait tout à l'heure, tu vois, genre une carte qui dit attaquer tout le monde ou attaquer le mec en tête, machin. En fait, je suis pour ne pas laisser le choix au joueur de savoir qui l'attaque. Oui, d'accord. Mais même si la carte crée un effet kingmaking parce qu'elle est arbitraire sur un joueur qui n'a pas forcément l'avantage, quoi. En plus, tu vas retirer un sentiment de frustration qui est assez énorme. Franchement, prendre une aggro quand c'est pas justifié. Ouais, là, genre. Est-ce que, Yoel, si la carte sort un truc et choisit un joueur, mais qui n'est pas anticipable, comme viticulture, par exemple, tu prends 2 cartes jaunes du joueur de droite, est-ce que tu acceptes ça? Moi, c'est pas une sensation que je trouve géniale non plus. Je déteste ça. Je me dis, c'est le mec qui vend tous les joueurs. Oui, voilà, mais dans ces cas-là, c'est anticipé. Je veux dire, c'est quelque chose qui est soit par la règle du jeu qui cible le premier parce que il y a une lecture des points du premier, soit tout le monde, mais on n'est pas dans la même philosophie ni du hasard pur, ni du kingmaking choisi. En fait, c'est. Il y a des vrais. Approche-toi du micro, Yoel. Approche-toi. Il y a des vrais cadres, et c'est pas genre celui qui a des chaussettes bleues ou le mec qui a le bon avant, tu vois.
Voilà, Oui. c'est des trucs qui sont carrés. Ça, moi, c'est OK. Et en plus, tu retires vraiment au joueur qui se fait attaquer la frustration. Là, tu peux lui dire, en mode, c'est comme ça. Enfin, le jeu est prévu comme ça, et voilà. Alors qu'en vrai, quand t'es pas devant, tu te fais agresser, t'es là, genre, les gars, est-ce que vraiment c'est justifié? C'est extrêmement frustrant, et le feeling est pas bon, tu vois, je trouve. En fait, ça, c'est tu crées un mauvais feeling dans le jeu, et c'est pas cool. Donc voilà. Ouais. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Mais la question, c'est quoi? Est-ce que le kingmaking fait partie de l'Eurogame? Il y a des jeux Eurogame avec un petit peu de kingmaking, ou en tout cas la possibilité d'attaquer quelqu'un qui n'est pas nécessairement justifié ou pour lequel tu vas pleurer. Je vais reprendre un jeu tout bête qui est Catan. Dans Catan, quand tu fais 7 et que tu vas bouger le chevalier, ben, tu choisis qui tu vas aller attaquer. Et parfois, tu attaques un gars qui est pas celui qui est en passe de gagner, mais qui te fait peut-être plus peur, ou que tu as envie d'eux, ou que tu vas lâcher une ressource. Et parfois, tu attaques du coup le dernier. Et ça chouine beaucoup quand c'est le cas autour du plateau de jeu. Moi, je suis le premier chouineur aussi. Et non, bah, mais pour autant, et après, je gagne quand même. Je veux bien que Catan soit une sensation globale d'Eurogame, mais cette partie-là spécifiquement, pour moi, elle correspond pas spécialement à la philosophie de l'Eurogame. Voilà, c'est juste ce que je dis. Mais ce sont quand même des Eurogames, comme disait Dim, avec plus ou moins de kingmaking dedans, et du coup, qui sont plus ou moins acceptés sur une partie ou sur l'ensemble de la partie. Parce que c'est pas le fait que tu as du kingmaking que ça fait un Eurogame ou pas un Eurogame, c'est pas pour ça que ça fait un bon Eurogame ou pas un bon Eurogame. Quand tout le jeu se joue sur une décision arbitraire, et parfois de quelqu'un qui a perdu, tu vois. Dans ses deux derniers coups, son dernier coup, c'est je vais frapper le mec de gauche ou le mec de droite, et il va choisir à ce moment-là qui va gagner. Oui, c'est ça. C'est qui arrive, hein. Et oui, c'est un petit peu plus frustrant. T'essaies de la jouer à l'intox ou la jouer à celui pas moi. C'est clair. Ouais. Non, mais tu vois bien. Non, mais enfin, rappelle-toi, l'autre jour, je t'ai fait à manger, machin. Oui, c'est ça. Ça existe, hein, donc. Et tu as des jeux ainsi, même qui marchent bien, et qui sont sur base de ces dégueux parce qu'il y a quelqu'un qui joue plus. Enfin, tu prends un loup-garou de tire-le, avant de commencer la partie, il y a un mec qui va s'occuper de faire les boissons, quoi. C'est clair. C'est très clair. Et tu prends 3 parties de suite. Ah ben après, voilà, c'est comme ça, mais oui. Et alors, il y a quand même du coup, ça rentre un peu dans ce que tu décris là, Dimitri. Je pense que c'est la partie qui est un peu en dehors, entre guillemets, qui est moins Eurogame du jeu, mais dans Terraforming Mars, quand on attaque quelqu'un avec des astéroïdes, déjà, on choisit qui on attaque arbitrairement, et il n'y a aucune compensation pour le mec qui se fait bouffer des plantes, concrètement. Alors, nous, des fois, on l'a joué avec des variations de règles. Non, tu me tues. Ah, putain. Incroyable. Et même quand on joue les astéroïdes, dans ces cas-là, on a souvent éliminé les cartes avec des attaques directes qui sont les moins chères. Les astéroïdes, tu les vois arriver. C'est-à-dire que tu prends le risque d'avoir des plantes et il faut quelqu'un qui est 30. Je suis d'accord avec toi. Tu prends un méga risque. Un petit curseur de risque. Par contre, l'attaque qui est initiale, moi j'ai déjà fait une partie de Terraforming où il y a un gars, parce que tu es un bon joueur, qui te retire un niveau de production de titanium au premier tour. Il te target tout le long, quoi. Et le deuxième joueur qui te retire 2 de revenus au premier tour. Et ben ta partie, elle est morte, c'est fini. Tu peux rentrer coucher et t'as pas joué. En fait. Et ça me fout les boules dans un jeu comme Terraforming où la philosophie du jeu, enfin pour moi tel que je le perçois, est plutôt un jeu de gestion où tu fais des trucs où tu as envie de te développer. Que tu te fasses taper un peu quand les gens sont développés, c'est à toi de te protéger. Tu sais que les astéroïdes, ça peut t'arriver dans la gueule, en fait, à un moment donné. Mais qu'il va falloir attendre un peu et que ça va coûter cher quand même à la personne qui va les lancer. Ça, moi je suis tout à fait OK là-dessus. Par contre, les attaques qui coûtent 3 ou 12 et qui te font perdre 3 de revenus pendant toute la partie, je trouve qu'elles sont pas dans ce qui me fait plaisir en fait dans le jeu. Généralement, les plantes, souvent tu tapes quand même sur le mec qui est devant, en général. Tu vois, t'essayes un peu, ça. Toute l'attaque te fait genre, ouais, non, mais tape sur lui, c'est ce qui a le plus de sens, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a surtout, tu peux te protéger. Des fois, en dépensant les plantes, en essayant de ne pas en avoir trop. Et il y a des cartes où tu vas les acheter de temps en temps, tu les auras pas forcément. Mais tu as plusieurs façons de limiter le risque. Si tu te trimbales avec 15 plantes tout le temps, c'est sûr que tu vas être une cible monstrueuse. Par contre, si tu les dépenses et que tu n'en as toujours que 2 avant oui. Enfin, c'est autre chose, en fait. Donc, tu as les moyens de gérer ça. Après, effectivement, si le mec il veut te target, la partie va être relou. Ah bah, c'est sûr.
Non, mais bon, après Voilà. ça, voilà, tu peux pas y faire grand chose, on est d'accord. Mais voilà, c'était pour mettre un peu en avant le point, surtout sur Terraforming, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de, c'est quand même une référence, quoi. Et du coup, en termes d'Eurogame, Mais- du coup, je trouvais que c'était un peu l'élément, pas incohérent, mais le truc un peu, Moi, très clairement, je les ai retirés. Hein. Dans mon jeu, il y a plus toutes les petites cartes. Il y a les astéroïdes, mais il n'y a plus les petites cartes à la con. Parce que. Il joue avec 5 cartes. Ça va assez vite. Non, mais j'ai dû retirer 12 cartes du jeu, je crois, ou un truc comme ça, 10 ou 12 cartes. Alors, ouais, par rapport. quand même, punaise. Ouais, mais il y a 400 cartes dans le jeu, donc. Oui, d'accord, mais bon, quand même. Et c'est que les petits coups qui avec attaque directe, c'est tout. Alors, il y en a peut-être même pas une dizaine qui sont retirés un peu moins. Ouais, je vois bien. Non, mais je vois bien lesquels sont problématiques. Ça a déjà chouiné beaucoup dans les parties autour de ces cartes. Ça, et puis le fait que ce soit laissé un petit peu au gré du joueur, c'est-à-dire que il y a pas d'obligation quant à la suppression des plantes sur un astéroïde, et des fois, c'est vrai qu'il y a un joueur qui est en tête, et c'est le pote du mec qui vient de jouer l'astéroïde, et il dit bon, je vais pas te retirer, mon petit gars, t'as de la chance. Mais bon, après, voilà, c'est un peu, je trouve ça, c'est une règle qui devrait pas exister, ça devrait juste se produire, quoi. Ce serait un rolling genre taper sur le mec qui a plus de points ou qui a plus de plantes. Oui. T'enlèves le choix et en vrai ça résout pas mal de soucis. Et nous, ce qu'on avait fait à un moment, c'est qu'on tapait sur le gars qu'on avait le plus et on tournait une plante jusqu'à épuisement de l'astéroïde. Ce qui permettait d'office de les faire. Non mais c'était pour niveler en fait. Tout lisse. Non, mais et ça faisait chier comme les gens parce que quand il y avait qu'une personne qui avait des plantes, elle les perdait quand même. En fait. Ouais. Donc ça avait des effets escomptés, mais ça permettait pas à la personne de réfléchir pendant je sais pas combien de temps et derrière de se faire engueuler parce que ça crée aussi des tensions. Quand il y en a un qui a envoyé un astéroïde à l'autre, même quand tu joues en ligne, le jeu il dit oui tu veux me faire perdre, enfin ça, alors qu'il faut bien que tu en choisisses un en fait au bout d'un moment en fait. Et ces effets-là, pour certaines personnes, ils sont pas satisfaisants. Pour d'autres, ils vont être parfaitement acceptés. Ils sont dans la philosophie du jeu, mais il y en a qui l'accepteront pas. Donc c'est des petites choses un peu particulières sur Terraforming. Et après Terraforming, je pense qu'il y a plein de qualités autres qui font que souvent c'est quand même les mêmes joueurs qui vont gagner. Enfin même avec ces effets de bord là. Par contre, des jeux où tu peux attaquer directement qui tu veux tout le temps, on remarquera aussi que plus tu es un joueur qui est estimé comme étant un bon joueur, plus on va te taper dessus très tôt. Et il y a des jeux qui sont injouables parce que tout le monde va te taper tout le temps dessus s'il n'y a pas de régulation et tu n'auras aucune chance de gagner, même si tu es un bon joueur à la table, tu n'auras aucune chance de gagner parce que les gens te perçoivent comme un danger et c'est sur toi qu'ils vont taper toute la partie. Et ça, il y a des effets de frustration qui peuvent se créer en fonction des tables et autres. Je trouve qu'on a assez peu. Dans les Eurogames, on peut toujours avoir des choses, mais moins que dans les jeux de philosophie Ameritrash où tu peux balancer quelqu'un et où il y en a un qui peut avoir vraiment aucune chance de gagner en fait. Ouais, je comprends. Mais tu retrouveras toujours des biais. En fait, Ouais, bien sûr. Non, mais c'est chouette, c'était intéressant. J'ai peut-être une dernière question à vous poser parce que pour faire le lien avec les prix jeux experts que vous tenez respectivement. Donc, on est d'accord, à l'intérieur des prix que vous représentez, il y a alors théoriquement, on va dire, ou en tout cas dans l'extrême majorité, que des Eurogames. Alors, moi, je peux me prononcer par rapport au diamant. La philosophie du prix et ce qu'attendaient les gens, parce que depuis le début on a fait comme ça, c'était des jeux dans la philosophie de l'Eurogame. Alors, avec des curseurs qui ont des fois été un peu déplacés, comme on dit sur l'estimation, c'est que un jeu comme Spirit Island, par exemple, tu as un coopératif gros où ça fight sur tout donc où on peut avoir des sensations qui sont assez différentes. Tu as eu d'autres jeux comme Sight, par exemple, où il y a eu des attaques aussi et qui sont passées parce que les gens qui jouent aux Eurogames ont accepté et ont eu suffisamment de satisfaction pour la partie qui était gestion par rapport à la partie qui était attaque, quelquefois, et ils se sont retrouvés dans les classements. Mais de base, on ne peut pas faire un prix qui fait forcément le grand écart parce que je vais avoir, moi, sinon, tous les amateurs d'Ameritrash qui vont me dire « Oh, les Eurogames, ils n'ont pas d'interaction. » Parce qu'il n'y a pas d'interaction directe. Je vais avoir tous les joueurs de jeux de gestion qui vont me dire « Oh, les Ameritrash, il y a du kingmaking à mort, ils sont nuls. » Donc, au résultat, qui va gagner le prix, c'est là où j'aurai le plus de joueurs Eurogame ou Ameritrash. Oui, je comprends. Et comme dans la philosophie, on est plutôt Eurogame depuis le début, ça reste la philosophie de l'Eurogame pour le Diamant d'Or. Après, chaque prix, voilà, à son ADN. Mais c'est surtout pour la correspondance, parce que les gens, si tu leur sors
des années d'Eurogame et que d'un seul coup tu leur sors une liste d'Améritrash, et ben ils vont avoir un choc en fait. Ça va faire Et ils bizarre. vont dire c'est pas du tout les jeux que j'aime en fait. Ouais, Et oui. nous le but c'est que les jeux qu'on aime et que le groupe aime dans sa globalité, Ça reste un c'était point de plutôt repère, quoi. les Eurogames. C'est un point Eurogame. Donc c'est pour ça que dans la philosophie, les Diamants d'Or, en tout cas, sont plutôt dans la philosophie des jeux de gestion Eurogame, avec des fois des entrants qui peuvent être un peu borderline sur des choses parce que la perception aura été suffisamment importante au niveau du plaisir. Voilà. Ok, je vois. Et Stéphane, toi, de ton côté? La notion d'Eurogame n'intervient pas en stricto sensu, parce qu'on on teste aussi des trucs qui sont, comme tu dis, un petit peu plus borderline et qui sont parfois un petit peu d'un côté, parfois un petit peu de l'autre. Tu as des jeux narratifs aussi, on n'a pas trop parlé des jeux narratifs qui vont te raconter une histoire. Est-ce que ça rentre aussi tous dans l'Eurogame? Il y a la mécanique est dedans, mais est-ce que le fait de faire une histoire, toi qui aimes bien le thème, est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins, tu vois? Et donc, on teste beaucoup, si tu vois la liste des jeux qui sont en présélection pour le GA, c'est quand même beaucoup de jeux qui rentrent dans une possible interaction parce que tu lis pas toutes les règles de A à Z et tu vas sélectionner un petit peu comme ça ce qui est possible d'avoir quelque chose qui passe un petit peu la frontière pour venir te dire bonjour de l'autre côté, quoi. Mais dans les listes Chaud. finales, pour le GA, vous avez quand même eu beaucoup d'Eurogame aussi, non? Oui, parce qu'au final, tu en parlais, hein, Final. les sensations, les sensibilités des gens, comme tu as quand même des gens qui viennent un petit peu partout, même s'il y en a l'un ou l'autre qui aime bien tel ou tel jeu qui lui ont apporté du plaisir et qui vont le mettre assez haut, ils ne vont pas nécessairement passer chez tout le monde. Et donc, au final, on en revient à une notion de lissage, c'est-à-dire qu'il faut plaire à un maximum pour arriver dans les 4 finalistes. J'en ai 4, j'en ai pas 8. Et donc, t'en as certains qui sont à la porte, mais qui auraient été un petit peu spéciaux. On a souvent d'ailleurs des jeux qui sont un petit peu différents ou qui sont pas nécessairement les premiers attendus dans la sélection. Je me souviens l'année passée, c'est un hausse au ATH qui Ah oui. totalement. Ah oui, C'est complètement. autre chose. Enfin, Ouais. c'est un des rares jeux où la victoire, je m'en foutais tellement l'histoire et ce qui se passait autour dans l'aventure et dans le fait de jouer avec les gens autour, la technique, la mécanique d'aller chercher la victoire et convaincre des gens de se retourner, de faire des alliances et de casser ces alliances, importait beaucoup plus au final que la victoire en elle-même. Mais c'est un jeu qui est arrivé aux portes des 4 jeux finalistes. Si j'en avais eu 8, il était dans les 8 par exemple. Et pourtant, Eurogame Strict, certainement pas, tu vois. Oui, Oui, d'accord. Ouais, c'est soumis à appréciation du jury dans un premier temps, mais surtout il y a une grosse part de nuance, quoi. C'est-à-dire que vous refuserez pas un jeu qui a été plébiscité par le jury sous prétexte qu'il rentre pas complètement dans la catégorie stricto 500 Eurogame. Mais non, parce Oui. que comme on l'a dit, il n'y a pas un truc stricto sensu. Il y a toujours Voilà. une sorte de C'est ça. de Il zone y a une marge, grise, quoi. Il y a une flexibilité, quoi. Et puis en plus derrière, enfin, je vois nous dans le système où il y a des présélectionneurs qui vont voter. S'il y a un doute, on laisse les présélectionneurs voter. Et c'est le vote des présélectionneurs qui va nous dire est-ce qu'il y a suffisamment de plaisir pour ce jeu qui sera un peu borderline sur le stricto sensu philosophie Eurogame, on va dire, et qui peut tout à fait passer à partir du moment où il y a eu suffisamment de présélectionneurs qui nous ont dit oui, moi ce jeu il provoque un plaisir. Alors, faut pas que ce soit un truc qui soit à l'opposé complètement. Un pur Ameritrash, ce serait compliqué. Mais quelque chose qui est de l'ADN et des attaques directes et des choses comme ça pourrait tout à fait être dedans. Il l'a déjà été avec Sight notamment. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est là-dessus on peut pas être aussi rigoureux que ça. Par contre, dans la cohérence de la sélection globale, on sera dans un ADN fort de plutôt Eurogame. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Ok, je vois. Est-ce que et puis, les produits auxquels on a accès directement, qui sont pas trop chers, parce que dès que ça vient des US, et que c'est plutôt là-bas que tu as de l'Améritrash, hein, faut quand même pas se voiler la face, et qu'on te demande de payer les frais de port et tout ce qui va avec, d'un coup ça fait très très cher, et que toutes les personnes qui doivent tester le jeu, s'ils doivent se procurer ce jeu-là pour vraiment avoir une idée, ben ça devient des budgets un petit peu de fou, hein. Donc il y a aussi ça, sans parler du fait que les prix des jeux ont explosé pour beaucoup pour l'instant, donc ça devient difficile d'avoir accès à tout, en tout cas dans tout ce qui est testé. C'est pour ça qu'il y a une série de nettoyage qui est fait en amont au fur et à mesure
jeux qui sont joués aussi. Hein. Ok. Très bien. Donc ouais, une flexibilité quoi. Et puis après, bon bah il y a forcément les conditions d'accès au jeu qui sont quand même importantes. Yoel, dans les sélections du Diamant et de l'EGA, est-ce que genre il y a des jeux que tu as repérés où tu te dis ouais ça c'est vraiment pas de l'Eurogame du tout. Alors il y avait Sight de Dimitri parlait de Sight je pense en premier, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs où tu t'es dit what the fuck, attends, qu'est-ce que ça fait là cette histoire là? Déjà il y a Steam, tu vois, techniquement est-ce que c'est de l'euro ou est-ce que c'est un jeu de train? Non mais Steam. Tu vois? Moi d'accord, moi je trouve ça un pur euro Imperial Steam. C'est un pur euro avec analyse de setup en fait. Ouais. Il y a pas mal de gens qui vont te dire c'est un jeu de train plus qu'un euro. Et voilà. Donc après, perso, effectivement, t'as Sight qui rentre pas là-dedans. T'as Spirit Island qui a un feeling vraiment très différent, mais qui au final est un excellent jeu. Hein. Age of Steam qui est pas dans les sélections, je crois, mais pareil, est-ce que t'es un Eurogame, est-ce que c'est un jeu de train où ça va marcher là-dessus? Mais sinon, là, sur ces 2, 3, 4 dernières années, je pense qu'il n'y a pas trop de jeux qui m'ont surpris dans la sélection. Il y a eu Chicago dans le GA. Chicago 1875 alors moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et tout ça, hein, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu surprenant par rapport au reste. C'est un jeu avec shared incentive où tu vas travailler justement sur des parts de société, un peu comme un mini 18 on va dire, et ça m'a un peu surpris de trouver ça dans le classement de l'EGA, enfin dans les finalistes de l'EGA quand c'est sorti. Dans les deux, il était dans les deux. Ouais ben. Ah, il était dans les deux. Ah bah je me souvenais même plus. Il était dans les deux, d'accord. Les gens ne le comparent pas nécessairement avec un jeu de train ou un achat d'action. Et en même temps, je t'ai dit que tout ce qui était achat d'action fait partie de l'Eurogame. Oui, hein, donc, oui, pour moi, ça fait partie de l'Eurogame. Donc, Et par contre, c'est beaucoup de placements de meeple. Hein. Donc, tu vas placer des meeples pour aller faire des actions et tout ce qui va avec. Donc, les gens se retrouvaient là-dedans. Après, tu as plein de gens qui jouent au jeu qu'on a et qui n'ont jamais fait un 18xx, tu vois. Et donc, ils n'ont pas de référence nécessairement avec ça parce que c'est pas le genre de truc qui leur plaît ou qui est vraiment leur truc. C'était un hybride avec une porte d'entrée, pose de meeple, worker placement, et une gestion de bourse. Mais c'était pas le focus placé aussi loin que les 18xx, où là, le curseur est très clairement... non, pas si fort, mais oui. c'est quand même très marqué, je trouve, par rapport à d'autres jeux, quoi. Mais oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Et Laurent qui s'insurge dans le chat, stock market égale euro, vous êtes sérieux? Laurent, il tue. Pareil, il a des avis très tranchés. Il pense que les stock market, donc les jeux justement avec ce système d'action, de partage de société, ne font pas partie des Eurogames. Pour lui, c'est une catégorie bien à part, et donc du coup, c'est pour ça qu'il met les 18 dans quelque chose de très, très à côté. Mais oui. Ça dépend où on segmente. Oui, nous, on les a mis dans la globalité, plus en opposition aux Ameritrash et au reste. En fait, voilà. On va dire un peu sur deux pans. Après, si on veut segmenter des choses, oui, il peut y avoir en tant que tel ces mécanismes boursiers. Il peut y avoir les jeux d'enchères en tant que tel. Enfin, il pourrait y avoir plein de segmentation spécifiques. Donc après, on les met un peu où on veut. Puis ça va dépendre de nos sensations et de ce dont on a envie de discuter aussi. Hein. Mais clairement. Et tu vois. Et Laurent, c'est amusant qu'il se plaigne ici parce que 1875, il était parmi les gens qui l'ont mis assez haut que pour qu'il soit en finale pour le GA. Mais les 18xx, par exemple, en tant que tel, stricto sensu, sont exclus des jeux qui sont potentiellement finalistes pour le GA, tu vois. Mais lui, comme il était dans la zone un petit peu grise, ils sont exclus pourquoi? Parce que la mécanique centrale correspond pas à ce que tu veux mettre en avant. Ils sont trop longs. Ils sont moches. Non, parce qu'on peut parler de pays humains, mais voilà, non, ils ont été exclus à la base de la création de l'EGA, donc ils sont toujours exclus, comme les jeux coop. Spirit Island ne serait pas passé chez nous, par exemple. Ah, d'accord. Les jeux coopératifs vraiment exclus fort, quoi. D'accord. Ça, c'était une question aussi que j'avais. C'était l'aspect compétitif. Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire à votre sens dans les Eurogames? Moi, du coup, Spirit Island, c'est un peu le méga contre-exemple, donc je sais pas quoi en penser. Je sais pas trop. En fait, il n'y a pas beaucoup d'experts coopératifs. C'est assez rare, en général. C'est quoi Pandémie? Pandémie, c'est un puzzle solo que tu peux jouer à plusieurs. Pandémie, en vrai, un jeu où tu as un côté vraiment leader alpha sur un coop, c'est pas vraiment un euro, du coup, par définition, vu que tu peux jouer seul. Donc. En seul à Pandémie. Moi, mes parties, c'est comme ça, donc j'ai arrêté. Bah oui, c'est ça, Pandémie, parce que tu peux démontrer par A plus B pourquoi ce choix est mieux que l'autre.
Oui. Du coup, on fait ce choix-là et on arrête de déconner. Oui, Là c'est où ça. Spirit Island, tu peux pas faire un leader alpha. Il y a trop de data à traiter, il y a trop de tout. Il y a beaucoup de choses, ouais. Je suis d'accord. C'est déjà tout en que chacun sa merde, tu vois. Mais surtout que si tu montes pas tes cartes, Oui, l'autre il peut pas les jouer. Non, Parce qu'il y a quand même un parti secret dans la sélection et dans la manipulation. Enfin, je veux dire, donc. La sélection, l'achat, là où tu vas traiter. Enfin, vraiment, Spirit Island en mode difficile, t'as trop de données à traiter pour jouer de manière efficace pour tout le monde, je veux dire. Voilà. Pour que tu joues seul, en gros. C'est ça que tu dis, pour que tu joues tout seul, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Pour qu'il y en ait un qui joue à la place de tout le monde. Ouais, je comprends. Pour les 4 joueurs, avec tous les decantels, tout ce que tout le monde a acheté, franchement, postule à la NASA, mec. T'as mieux à faire que de jouer à jeu. Yes. Et voilà. alors, petite dernière question par rapport à... Il y a Damxios, il parle de Aeon's End, que je connais pas trop bien à titre personnel, mais je crois que c'est un jeu coopératif. C'est un deck building pur et dur. Du coup, la question, c'est si le deck building est un euro ou pas. Ah ouais. Alors. Il y a plein de deck building à différents niveaux qui sont rentrés dedans. On pourrait dire que Spirit Island est un deck building, par exemple. Vicomte est un deck building en partie. Mais par contre, c'est jamais que ça. Là où Aeons, c'est un deck building. Il y a genre rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre. En fait, il y a une mini innovation qui est que tu mélanges pas ton deck, mais que tu le retournes seulement quand tu arrives à la fin, qui en vrai n'a pas de sens, vu que si tu joues bien, ton deck doit faire 6 cartes à la fin, donc tu le mélanges jamais. Mais voilà, donc c'est vraiment un deck building pur et dur, à marché fixe, enfin, vraiment à l'ancienne. Donc c'est assez cool, ça marche très bien. Mais tu es sur du deck building pur et dur, il n'y a pas autre chose. Donc voilà, est-ce qu'un deck building pur est un euro? Pour moi, non, parce que c'est un deck building. Du coup. Parce que c'est un deck building. Ok, et ben très bien. Bah écoutez messieurs, on est un petit peu au-delà de l'heure et demie. On arrive sur l'heure 45 tranquillement. Je pense que c'est pas trop mal. Je sais pas s'il y a des sujets que vous souhaiteriez encore aborder ou des points qu'on aurait oubliés ou mis de côté. Alors il y a Boris qui a fait un super récap de ce qu'on a dit. Je vais l'ajouter à ce que j'avais déjà pris un petit peu comme note et je pense que je vous montrerai je pense que je vais vraiment écrire la page Eurogame pour la France et je vous enverrai ça pour que vous me disiez ce que vous en pensez, voir s'il manque pas de trucs et tout. Mais voilà, donc si vous reste des trucs à dire, c'est maintenant. N'hésitez pas. Ouais, moi je pense qu'il faut pas hésiter sur le fait qu'on va toujours garder individuellement chacun la subjectivité de la définition. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher à trop le cadrer non plus. Par contre, donner des grandes lignes, ça peut être intéressant. Et là, j'en viens là-dessus parce que sinon, chacun va avoir ses curseurs et c'est qu'une question de curseur en fait pour placer les jeux dans des niches. Donc voilà, je pense qu'il faut écouter les autres, de voir leur perception avant de discuter de choses et de s'opposer parce que quelquefois on s'oppose et c'est plus une lutte sur des mauvais termes parce que chacun n'entend pas la même définition d'un même mot. Il met pas le même sens. Voilà. Oui. Et ça, c'est super important en fait. Donc je pense que là-dessus, avant de rentrer dans des trucs où on s'insulte sur Facebook quelquefois ou parce que ça correspond pas ou mais ça on le fait parce qu'on aime bien. On aime bien voilà. Ça. Mais ce serait peut-être un peu mieux de donner juste une perception avant de s'engueuler. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Yes. Mais c'est vraiment quelque chose, l'Eurogame, c'est vraiment ça qu'on doit arriver bien faire comprendre à tout le monde, c'est que il n'y a pas une limite fermée définitive. Il y a vraiment des grands axes, des grandes idées, et puis après, il y a une sorte de flou, comme dit Dim, que ce soit des curseurs, de la sensibilité, tout ce qui va avec. C'est comme la notion de jeux experts, de jeux familiaux. Il n'y a pas une limite fixe, il n'y a pas un moment où tu bascules de l'un à l'autre pour un meeple de plus, tu vois. Et c'est des trucs qui sont liés à la sensation de chacun. Et après, il y a des grandes lignes, mais c'est pas quelque chose d'assez fin que pour dire que quand tu as des jeux qui sont type borderline, ils sont d'un côté ou de l'autre, parfois c'est pas toujours facile. Ok. Eh ben, très bien. Ce sera les mots de la fin. L'Eurogame n'a pas de définition fixe et figée, et surtout pas dans le temps. Donc c'est la liberté. L'Eurogame est la liberté. Peut-être que ce sera encore amené à évoluer et que nos jeux, nos goûts vont encore avancer un petit peu dans l'Eurogame.
Et voilà. Et alors, Laurent mettait quoi en résumé? Pour moi, ce sont des jeux particulièrement mécaniques, aux thèmes souvent plaqués, dont l'optimisation est au centre. Plusieurs mécas. Oui, Laurent parlait beaucoup d'optimisation. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait dans l'Améritrash aussi, on optimise. Donc voilà. Mais en tout cas, ok, je pense qu'on a quand même réussi à définir un petit peu de baselines et de choses au moins sur lesquelles on est d'accord dans la grande majorité, même s'il y a bien sûr des petites nuances, des petites variantes. Mais c'était intéressant. J'espère que c'était intéressant pour vous aussi, déjà messieurs, et puis que c'était intéressant pour vous le chat aussi. Et puis bah voilà, c'était un chouette sujet. Je sais pas si d'autres émissions comme ça se reproduiront parce que c'est vraiment au feeling du sujet, mais en tout cas c'était sympa de discuter avec vous tous. Entre-jeux Studio vient de faire un raid sur la chaîne, mais Entre-jeux, on s'en va. On a fini nous aussi. Et voilà. Donc salut à l'ami Mathieu quand même qui était en train de jouer à Pokémon peinard sur sa chaîne Twitch. Et donc merci d'être passé faire un petit coucou. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un chouette moment d'échange. Et puis je mettrai donc des informations dans la page Wikipédia française suite à cette discussion. Je vous informe aussi que la vidéo a été enregistrée. Donc ceux qui sont arrivés un peu plus tard, je la publierai sur la chaîne YouTube des recettes ludiques. Et comme ça, vous pourrez revoir les meilleurs moments. Et le moment le plus revisionné de la vidéo sera, je sais pas, il n'y a pas eu de blague particulière, il n'y a pas eu de vanne, il n'y a pas eu de... Donc je sais pas ce que ce sera. Peut-être le moment où Dimitri dit qu'il faut arrêter de s'insulter sur Facebook. Je sais pas. Yes. Merci à tous. Merci messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Salut. Salut.